pas, je suis Ségolène Brun, je dirige le village Baïséa Finistère depuis 3 ans. C'est un plaisir de vous avoir à cette grande soirée qui commence à devenir un petit peu instaurée dans le paysage, et c'est grâce à notre partenaire Niji. Avant de vous préciser ce qu'on va vivre ce soir, déjà on est un peu en mois de janvier, donc je pense que vous vous êtes tous dit déjà des bons vœux, et moi je voudrais en profiter pour ce soir vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère qu'elle sera sur la même tonalité que 2019, à savoir plutôt l'espérance. Je vais dire ça comme ça, je ne suis pas le pape, hein, mais l'espérance. Ça serait quand même assez révolutionnaire une femme pape. C'était la parenthèse. En attendant, je vous souhaite surtout du bonheur, parce que j'aime dire que le bonheur c'est la conséquence de tout. Quand la santé va, quand le business va, c'est-à-dire votre vie professionnelle et votre vie personnelle vont, généralement on est heureux. Donc je vous souhaite une année pleine de bonheur. Et puis on pourra se dire ce qu'on se souhaite à titre personnel pour notre habituel petit pot de l'amitié, avec un petit clin d'œil pour les États-Unis d'Amérique, avec de la bonne bière de New York. Voilà, ça c'est le traditionnel. En attendant, bienvenue. Vous n'êtes pas en retard, ne vous inquiétez pas. Donc notre soirée spéciale CES, spéciale tendance. Alors ceux qui ont eu la chance de participer au dernier Six to Nine du 17 décembre, on avait commencé à introduire le sujet des robots. Vous avez vu dans les vidéos, il y a un certain nombre de robots. Vous avez vu aussi qu'on n'était pas encore complètement calé. Hein. Il n'était pas complètement fiable avec moi. Mais c'est peut-être parce que je parle trop vite ou qu'il était impressionnant. En attendant, on a une soirée dédiée au CES de Las Vegas, premier salon international des techs. On a la chance à nouveau d'avoir Niji qui va sur le terrain, parce que personnellement je n'y suis pas allé encore. Et puis surtout on a les startups du réseau des villages qui participent en nombre. On a d'ailleurs une position dans le CES qui est assez remarquée, parce qu'on a des mètres carrés linéaires où on peut afficher les fleurons français. Et donc Niji nous fera part de ce qu'ils ont pu vivre et noter pour vous de ce qu'ils estiment être important. Mais avant ça, un petit point sur l'actualité du village. On a des nouveautés et puis plein de bonnes choses qui vont probablement se passer dans l'année 2020. En tout cas, l'équipe qui vient de s'agrandir, vous verrez ça, et bien va faire en sorte de vous servir toujours au mieux. Et puis évidemment, la parole à Niji pendant 1 heure. Et puis parce que vous le savez, on aime bien rester les pieds sur terre, avoir des retours d'expérience de gens qui l'ont vraiment vécu. On a la chance d'avoir 2 startups qui viendront témoigner de ce qu'ils ont vécu au CES. Certains reviennent tout juste, je pense que le décalage est encore dans leur veine, je parle d'allemand. D'autres l'ont vécu il y a plus longtemps et pourront dire si effectivement, quelques temps après, c'est toujours utile. Est-ce que ça vous va? Et puis après, on vous attend tous en haut, d'accord? Au village, comme ça vous pourrez justement profiter du petit vin, et je vous invite à venir parce que c'est l'occasion de vous rencontrer et potentiellement de faire des affaires, parce qu'on est quand même là aussi pour ça. Alors, les actus du village, la traditionnelle infographie, donc ça c'est à décembre 2019. Il s'en est passé des choses en décembre. La première, c'est que nous avons fini d'accompagner un certain nombre de startups qui ont décidé de voler de leurs propres ailes. Et donc nous avons des alumni, mais pour autant nous continuons d'accompagner. En tout cas, à décembre, c'était 12 startups. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un accélérateur de startups spécialisé dans la mer, la cybersécurité, la santé et la grille agro. Donc, nous aidons les startups à développer leur chiffre d'affaires, si on fait simple, et puis surtout à faire en sorte de servir leur marché en termes de structuration. On a, heureusement, à côté de nous, des prospects pour ces startups, mais aussi des gens qui viennent nous apporter leurs compétences, des partenaires. Et nous avons eu 2 nouveaux partenaires l'année dernière qui ont rejoint l'aventure. Donc on en compte 25 aujourd'hui, et c'est une grande force, il y en a un certain nombre parmi vous là. Et heureusement qu'ils sont là, parce qu'en fait, ils permettent aux startups, évidemment, de trouver du business, mais aussi, j'ai envie de dire, je vais me permettre un petit peu sarcastique, essuyer les plâtres avant d'aller conquérir le monde. Ensuite, alors je ne vais pas tout vous présenter, mais la vocation du village, c'est de développer l'emploi, parce que les startups, évidemment, sont en croissance, et on attache une importance assez forte sur le nombre de créations d'emplois, et donc sur les startups actuelles, 79 emplois ont été créés depuis l'ouverture du village. On aimerait que ça soit plus, hein, mais l'idée c'est de croître de manière non risquée, et en tout cas sécurisée, et donc d'assurer ces emplois pour qu'ils restent sur le territoire, parce qu'on a quand même un territoire assez extraordinaire. L'autre grande actualité, ça on est
très content, toute l'équipe, parce qu'on a eu une année 2019 très chargée. Certains ont pu suivre ce qu'on avait fait. On a lancé des appels à candidatures spécialisés dans la cyber-navale, la cyber-agri-agro et un appel à projet international sur la mer. On l'a fait à la force de nos petits bras, à savoir, on va dire, 4 personnes. Comme vous êtes là d'ailleurs, hein, on a pu vous convaincre qu'il fallait qu'on continue et qu'on accélère. Et donc, nous accueillons une nouvelle personne, Arnaud Lemahout. Alors, il est caché là-bas derrière. Arnaud vient montrer. Voilà, Arnaud Lemahout qui vient nous rejoindre. Vous pourrez lui demander son parcours. Il a un parcours un petit peu atypique. Parfois, ça fait peur, mais ça nous rassure parce qu'il a montré qu'il savait ce que c'était qu'une start-up, puisque lui-même a créé une start-up. Et donc, il va pouvoir accompagner au mieux justement l'ensemble on va dire, de la communauté. Il va intervenir sur 2 domaines, la mer et la cybersécurité, qui vont souvent ensemble sur notre territoire, mais pas que, parce que vous le savez, en tant que chef d'entreprise, pour ceux qui le sont, votre patrimoine, c'est votre entreprise, et les données sont votre patrimoine, et donc il faut savoir le protéger. Mais on en reparlera au fil de l'année. Sans attendre, parce que c'est quand même, oui, quand même, vous êtes là pour ça, vous pouvez rentrer. Bonjour tout le monde. Donc Niji, qui a vécu et qui, grosso modo, t'as un bon temps, hein. Ça va? J'étais dans le désert, donc j'ai bronzé. On peut dire ça comme ça. Donc, au plaisir. On en reparle après, parce que je pense que vous allez voir que dans les tendances, il y a des choses un petit peu perturbantes. Et on finira par quelque chose qui nous tient à cœur. C'est la présentation du fonds de dotation qui s'appelle le fonds Innovéo. Et vous verrez qu'il y a une transition et que sur notre territoire, on a une chance d'avoir ce fonds pour pouvoir développer la santé. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais démarrer tout de suite. Déjà, je vais vous présenter d'où je parle, à quelle entreprise j'appartiens. Je travaille pour la société Niji, qui est une entreprise à racines bretonnes, dont le siège est basé à Rennes. Et on est une société qui est dédiée à la transformation digitale des entreprises. On accompagne nos clients de par notre expertise sur 3 grands domaines. Le conseil en transformation digitale, le design d'interface, design d'expérience utilisateur, la technologie, avec près de 500 développeurs qui développent tout ce que nous concevons à la fois en design et en conseil. Et puis, on a aussi une activité d'intégrateur Salesforce pour accompagner nos clients sur les sujets CRM et marketing automation notamment. L'entreprise, elle a un ancrage territorial important puisqu'on est présent en Bretagne, comme vous pouvez le voir, à Rennes, à Nantes, on est présent un peu plus au sud à Bordeaux, de l'autre côté de la France à Lyon, et puis au nord à Lille. Et puis on a ouvert cette année, fin 2019, des bureaux à Singapour, en Asie-Pacifique, pour accompagner nos clients sur ces nouveaux marchés. Donc moi je m'appelle Jérôme Grondin, je suis responsable des sujets innovation au sein de notre activité conseil. Et puis je suis ancien designer dans l'équipe de l'agence design. J'étais accompagné sur ce salon par des personnes qui représentent en fait les 3 grandes expertises de Niji, à la fois Aude et Gabriella respectivement sur le design et sur le conseil, qui sont d'ailleurs basés dans nos équipes à Rennes. Et puis j'étais accompagné également de Florent qui a plus une expertise technique. Et la raison pour laquelle on se rend sur ce salon, qu'est le CES, c'est parce que ça nous permet, sur nos 3 métiers, de nous imprégner du futur que nous réserve l'industrie, puisque le CES, pour nous, c'est un véritable marqueur de ce que sera la tech dans 1, 2, 3 ans. Et c'est pour ça que nous y allons depuis près de 6 ans. Alors, est-ce qu'il y a déjà des gens parmi vous, alors je sais, il y en a, on s'est vu, qui sont déjà allés au CES ou qui ont déjà assisté à un débrief qu'a animé Niji? Très bien. Bon. Donc je vois que vous êtes revenus, ça me fait plaisir. Le salon le Consumer Electronics Show, CES, il a près de 53 ans, c'est une véritable institution aux États-Unis. C'est le plus grand salon international dédié à la tech en général, au consumer electronics, à l'informatique. C'est un salon gigantesque, hein. Je vais plutôt vous parler avec des choses qu'on peut comprendre. Si vous êtes déjà allé au palais de Porte de Versailles, palais des expositions, à Vivatech notamment, c'est près de 6 fois Vivatech. Sur le CES, on fait entre 12 et 15 km par jour, parce qu'à la fois les stands sont gigantesques. Hein, imaginez le stand de Samsung, il fait à peu près la taille d'un petit terrain de foot.
Les casinos, en fait, le CES est séparé dans plusieurs casinos. Et ces casinos, en fait, sont déjà eux-mêmes gigantesques. Pour se balader d'un casino à l'autre, il faut parfois prendre le monorail, juste pour pour vous donner une idée de l'ampleur de l'événement. Il y a près de 4400 exposants sur le salon, dont 1200 startups. C'est un peu l'objet de cette présentation aujourd'hui, hein, de vous montrer pourquoi les startups y vont. C'est une véritable exposition à la fois de startups internationales, il y a près de 46 nationalités de représentées, mais c'est aussi pour ces startups l'opportunité de rencontrer le monde de la tech, tous les acteurs mondiaux, en tout cas une grande partie des acteurs mondiaux dans la tech en général, puisqu'il y a près de 200 000 participants qui sont sur le salon, à la fois des investisseurs, des directeurs de l'innovation, des directeurs ou des dirigeants d'entreprise, il y a également des journalistes. Donc c'est un événement qui a une très forte visibilité et qui aussi permet de nouer des partenariats. Moi, je vais pas vous spoiler, mais il y a une start-up que j'ai revue à l'aéroport en arrivant à Las Vegas, et à qui j'ai demandé, tiens, tu reviens pour la deuxième fois, et qui m'a dit, bah oui, en fait, j'ai trouvé mes investisseurs l'année dernière. Et je trouve que ça, c'est vraiment une anecdote qui symbolise ce qu'est le CES pour les startups. Tous les ans, le salon se choisit une thématique. L'année dernière, c'était la résilience. L'année d'avant, c'était la Smart City. Cette année, c'était l'intelligence artificielle qu'on retrouve à la fois partout physiquement, hein, dans les murs de votre maison, dans votre salon, dans votre salle de bain, dans votre automobile, sur votre vélo, dans votre téléphone, dans votre entreprise, enfin partout. Intelligence artificielle qu'on retrouve également pour tous les use cases. Hein, effectivement, hein, quand on parle d'intelligence artificielle, derrière il y a d'autres mots qui se cachent, la reconnaissance naturelle du langage, l'analyse d'image, l'analyse de comportement, la mobilité autonome, la robotique. Aujourd'hui, des usages, on en trouve à la fois dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la beauté, vraiment dans tous les usages. Et enfin, cette intelligence artificielle, finalement, elle est invisible. C'est d'ailleurs amusant de voir comment les années précédentes, les acteurs qu'on pouvait rencontrer nous disaient « Nous, on utilise de l'intelligence artificielle, c'est notre plus-value ». Et finalement, aujourd'hui, les acteurs ne nous disent plus ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est devenu un composant basique. J'exagère à peine. C'est devenu un composant qu'aujourd'hui, on retrouve dans énormément de solutions, de manière plus ou moins mature, mais c'est un élément qui n'est plus tant que ça différenciant, et c'est pour ça qu'on en parle maintenant, mais on n'en parlera plus beaucoup dans la présentation. Le salon, il a pas mal évolué aussi en 53 ans. C'est un salon historiquement qui présentait des magnétoscopes, des frigos, qui était très orienté sur l'électroménager, puis la photo qui est une catégorie qui aujourd'hui souffre beaucoup de la concurrence des smartphones. Du renouveau dans l'histoire du CES avec l'arrivée de la micro-informatique, mais aujourd'hui c'est une catégorie qui décline. Hein. Aujourd'hui on est sur un marché de renouvellement pour ces trois catégories, et puis la télé et l'audio, effectivement, à part des écrans plus grands, plus plats, il n'y a pas beaucoup d'innovation, donc le renouvellement peine à se faire, et donc ce sont des catégories qui peinent. Pour autant, le CES, ce salon, a su se réinventer en s'ouvrant à d'autres catégories. Et donc, on a pu voir apparaître au fur et à mesure des années le sport, notamment le e-sport sur le salon, le domaine de la santé, qui est hyper fort et hyper innovant, le domaine de la e-santé, le retail, les médias, la mobilité, la logistique. Et puis, cette année, il y avait quand même trois grandes nouveautés. Il y avait l'arrivée de grands acteurs de l'agritech, notamment John Deere. Il y avait l'arrivée d'acteurs de la food tech. C'est assez marrant parce que pour le coup, c'est pas du tout digital. Et pourtant, ça trouve une place et on trouve une forme de cohérence d'avoir des acteurs de la food tech sur le salon. Et puis enfin, la présence de Delta, hein, qui est un grand opérateur aérien américain, qui était présent en grande pompe cette année. Au niveau des délégations, ça a un petit peu bougé cette année. Donc les Américains sont toujours la première délégation. Pour des raisons probablement géopolitiques, les grands géants chinois se sont abstenus ou étaient vraiment timides, à l'image de Huawei qui était à la fois présent mais qui a présenté très peu de choses, Alibaba, Baidu qui historiquement avait des beaux use cases, des beaux stands, n'étaient pas là. La nature ayant horreur du vide, finalement ce sont les acteurs coréens qui ont pas mal repris la place, avec des gens comme Doosan qui avaient un stand monstrueux. Donc Doosan, c'est des acteurs de l'industrie lourde en Corée du Sud, et puis aussi la présence non négligeable de Singapour, du Japon également, et de Taïwan. Et puis la France, vous avez probablement vu ce papier, je crois que c'était dans le Challenge, qui disait voilà, la French Tech fait flop au CES. Alors effectivement, il y a une baisse de fréquentation, il y a près de 180 startups en moins par rapport à l'année dernière.
Mais nous, d'où on observe, on pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, déjà parce qu'il y avait beaucoup de startups l'année dernière, probablement beaucoup de startups qui n'avaient pas nécessairement intérêt ou leur place sur un salon comme le CES, parce que manque de maturité, parce que produit pas du tout destiné au marché américain. Et au contraire, cette année, on a vu de nombreuses startups qui sont revenues avec des propositions de valeur plus matures, avec des discours mieux ciblés, une vraie volonté à aller sur le marché américain, et finalement moins de startups, mais un âge de la maturité pour la French Tech, et c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Et puis on ne peut pas s'empêcher de noter finalement quand même une forme d'absence d'une partie du monde sur ce salon, à la fois très peu de délégations africaines, idem pour l'Amérique du Sud, pas de... Comment ? Ben, c'est exactement, c'est mon quatrième pays. L'Inde était très peu présente, voire quasi inexistante. L'année dernière, il y avait une start-up indienne qui faisait de la blockchain, et puis l'Indonésie également, qui est pourtant un territoire très innovant, mais qui n'était pas présent sur le salon. Alors avant de vous parler des grandes tendances de fond qu'on a pu observer sur ce salon, j'aurais aimé vous projeter un petit peu en 2030. Ce qu'on a pu observer au CES, c'est à quel point la tech, elle nous prend au berceau et elle nous accompagne jusqu'à notre mort, voire même après. Et je voudrais vous faire cet exercice de projection, vous mettre dans la peau de Alice, Alice qui va naître en 2030, et qui même avant sa naissance finalement va pouvoir être suivie, sa santé va pouvoir être suivie par sa mère sur son smartphone, qui va pouvoir suivre ses vitaux, savoir si le bébé est en bonne santé. Une fois qu'elle est née, elle est toujours connectée, Alice, par sa couche connectée qui va donner des informations sur ses vitales, savoir si elle est en bonne santé, si elle respire bien, afin d'éviter la mort subite du nourrisson et d'assurer à notre petite Alice qu'elle atteigne l'âge de raison. Le moment est venu pour Alice d'apprendre à lire, à compter, d'apprendre à utiliser son corps, et tout ça, elle va le faire via des interfaces digitales, notamment en utilisant de la réalité augmentée ou des petits robots. Et puis, Alice a 15 ans, elle adore se photographier et se mettre en scène sur les réseaux sociaux, et maintenant elle peut le faire en utilisant son petit drone qui loge dans la poche, et elle va pouvoir projeter ses photos directement sur Internet. Alice aime beaucoup faire du sport, elle s'équipe d'ailleurs de son exosquelette qui va lui permettre de pratiquer des sports en utilisant en envoyant des forces contraires pour solidifier ses muscles. Et puis elle sera assistée aussi par un coach virtuel qui va l'aider à devenir plus tonique et avoir une meilleure santé. Et puis au quotidien, Alice a son petit compagnon, Bali, ou Bolly, qui la reconnaît, qui la suit, qui lui donne des conseils de coaching, avec qui elle va nouer une relation émotionnelle, qui va être vraiment son petit compagnon du quotidien. Et puis c'est pas facile de grandir dans le monde de demain. Demain, l'air sera probablement saturé en produits polluants, et donc Alice utilise son masque qui projette de l'air pur devant son nez et sa bouche pour qu'elle puisse respirer convenablement. Mais tout n'est pas noir non plus, hein. Imaginez, dans ce nouveau monde, on pourra commander ses sushis depuis son pare-brise de voiture. C'est ce que nous proposait Audi, et c'est quand même plutôt sympa. Et puis lorsqu'on ne veut pas utiliser sa voiture, on pourra toujours prendre son Uber autonome volant qui nous amènera d'un point B à un point A sans les embouteillages ou en évitant la grève. Alice a vieilli, Alice est fatiguée, ses jambes ne la portent plus, et bien ce n'est pas grave, elle pourra utiliser son Segway autonome qui pourra la transporter et faciliter sa mobilité. Alice rentre à l'EHPAD et elle est équipée de son pyjama connecté qui va permettre de suivre ses vitales, savoir si elle a un bon sommeil, une bonne activité pour éviter les escarres. Sa couche connectée va également fournir des informations aux aidants et aux soignants pour savoir à quel moment on doit changer ses sous-vêtements et analyser aussi ses selles pour pouvoir identifier si Alice a des complications de santé. Et puis malheureusement, c'est la fin de la vie pour Alice, mais les membres de sa famille vont pouvoir garder un contact avec elle, enfin presque, avec un avatar virtuel recomposé par une intelligence artificielle qui a enregistré auparavant les émotions et les mouvements d'Alice et va être capable de les recomposer de manière virtuelle dans un avatar. C'était la vie d'Alice qui naîtra en 2030. Ça vous fait peur ? Non. Non, ça vous plaît ? Non. Ça me fait pas rêver. On va passer sur un exercice qu'on pratique depuis 6 ans, qui est un exercice un peu plus traditionnel, l'exercice de lecture de tendance, essayer de comprendre les lignes de force qui traversent ce salon.
Si vous êtes resté à Paris et que vous avez suivi les réseaux sociaux, vous avez probablement vu des choses, notamment il y a des éléments qui ont buzzé, par exemple Ivanka Trump. Bon, c'est assez anecdotique et fondamentalement ça cache vraiment la subscientifique moelle du salon et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Il y a quand même des choses dont je ne vais pas parler, simplement parce qu'on ne peut pas tout faire dans une conférence d'une heure, notamment pour vous parler de la PedTech, je ne vais pas le faire, mais sachez que c'est une tendance qui grandit énormément, notamment dans les délégations asiatiques. On a pu voir tout un tas de choses, notamment autour de l'analyse des selles des chiens pour détecter leur bonne santé, des capteurs connectés pour savoir s'ils sont heureux, enfin tout un tas de choses autour des animaux de compagnie. On ne parlera pas non plus des bracelets d'activité, qui sont à la fois très présents sur le salon depuis plusieurs années, mais pas du tout innovants. Moi, je me questionne vraiment sur ces bracelets connectés, ces bracelets d'activité, qui finalement sont tout le temps les mêmes d'année en année. Alors, on a vu les nouvelles montres de WeThings, mais est-ce bien innovant? Je me pose la question. On ne parlera pas non plus de l'imprimante 3D, qui commence un petit peu tel le phénix à renaître de ses cendres. L'imprimante 3D elle est quasiment disparue du salon, elle était vraiment relayée aux étages où personne ne va, et elle revient doucement, notamment avec des usages très orientés industrie, avec de l'impression haute précision, avec, pour des pièces qui en fait ne pourraient pas être usinées. Donc c'est assez intéressant de voir comment l'imprimante 3D trouve sa place. On ne parlera pas des smartphones, tout simplement parce qu'en fait, le CES n'est pas vraiment le lieu des annonces innovantes dans le domaine des smartphones. Il y a le Mobile World Congress à Barcelone qui aura lieu dans quelques semaines, et c'est là que se font les annonces par les grands constructeurs de smartphones. Et donc, si vous êtes curieux, je vous invite à suivre l'actualité du Mobile World Congress. Les drones, on n'en parlera pas non plus, mais sachez qu'ils sont partout, qu'il y en a de plus en plus, qu'ils tiennent de plus en plus longtemps dans les airs, c'est-à-dire que leur autonomie est de plus en plus longue, mais fondamentalement on peine à voir émerger des nouveaux use cases. On a l'impression qu'on a à la fois des drones plus puissants et qui ont une autonomie plus longue, mais pas de vraies nouveautés en termes d'usage et de valeur ajoutée pour ces drones. Et enfin on ne parlera pas des appareils photo qui sont à la fois présents sur le CES, qui sont une catégorie historique, mais qui peinent vraiment à se réinventer et surtout qui souffrent d'une concurrence féroce des smartphones. Quand vous voyez aujourd'hui les photos, la qualité des photos que vous prenez avec un Android ou un Apple de dernière génération, c'est assez bluffant, et donc les catégories hors professionnelles d'appareils photo en souffrent énormément. On pratique cet exercice depuis 6 ans, comme je vous le disais, donc on peut voir aussi comment des tendances dont on a pu parler des années précédentes ont évolué. Il y a des tendances qui se renforcent, notamment la cybersécurité. C'est intéressant d'ailleurs ici, puisque c'est l'une des caractéristiques du village, de vouloir mettre l'emphase sur ce sujet-là. C'est une tendance de fond qu'on retrouve chez de nombreux fabricants, constructeurs. Il y a des startups qui se positionnent également dessus. Il y a des tendances qui se stabilisent, qui peinent à avoir de nouveaux use cases. C'est le cas de la robotique. Il y a peu de nouveautés vraiment en termes d'usage de la robotique. Il y a plein de nouveaux robots, plus mignons, plus puissants, plus intelligents les uns que les autres, mais par contre on peine à savoir quoi en faire. Et puis enfin, il y a des tendances qui s'effondrent un petit peu, et c'est logique, notamment le vocal. On en a beaucoup parlé l'année dernière, il y avait un buzz monstrueux, il y avait une guerre que se menait Amazon Alexa et Google Assistant, et c'était hyper visible sur le salon, parce que chacun sortait ses chiffres à qui mieux d'intégration des assistants vocaux dans des objets. Bon, en fait, on en a tellement vu partout qu'il y avait énormément d'usages qui ne faisaient pas sens. Cette année, c'est un petit peu, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est un peu l'âge de la maturité aussi pour cette tendance, c'est-à-dire qu'on retombe sur nos pieds, on retrouve des assistants vocaux, mais avec des usages qui ont un peu plus de valeur pour les utilisateurs et les entreprises. Alors de quoi allons-nous parler? Quelles sont les 6 grandes tendances que nous avons identifiées sur le salon? Déjà, la première et la deuxième concernent l'être humain et comment le digital, comment la technologie viennent nous renforcer, viennent nous augmenter. On passe dans l'ère un petit peu du transhumanisme sur cette édition du salon. Derrière, on va voir comment de l'âge des assistants vocaux, on va passer à l'âge du compagnon, c'est-à-dire qu'on va nourrir une relation quasi émotionnelle, voire émotionnelle avec nos assistants de vie. On va voir aussi quelles sont les évolutions dans le monde du tout autonome, comment la voiture finalement est un petit peu l'arbre qui cache la forêt d'un monde où il y a beaucoup plus d'autonomie que simplement le véhicule pour se mouvoir. On va voir aussi comment l'industrie aujourd'hui prend vraiment le move, s'engage vraiment dans l'électrique pour alimenter tous ces véhicules autonomes normalement. Et puis, dernière tendance, une industrie aussi qui prend conscience
de ses externalités négatives et de son impact sur l'environnement, et qui propose des choses pour aller dans le sens de la réduction de ses émissions, dans le sens de la réduction de son impact sur la planète. Alors on va commencer avec cette première tendance, Augmented Human. Ce qu'on a pu voir, et c'est pas vraiment nouveau, hein, c'est depuis plusieurs années, que ce soit dans le domaine de la santé ou même du gaming ou autre, l'être humain est de plus en plus, en tout cas a un potentiel d'être de plus en plus augmenté par différents dispositifs digitaux, que ce soit de la tête aux pieds. Le premier exemple, qui est plutôt orienté santé, c'est ce casque HypoScreen qui va permettre de détecter des maladies invisibles comme la dépression avec un taux de succès assez fort, c'est-à-dire que la certitude d'avoir identifié ce type de pathologie est très juste, et surtout c'est des maladies qui sont difficiles à détecter, alors que là en 90 secondes avec le casque on est capable de détecter ce type de pathologie. On reste dans le domaine de la tête, mais cette fois on va parler des interfaces brain to machine, donc du cerveau à l'ordinateur, avec ce petit bandeau qui se colle sur la tête et qui va être capable de détecter les ondes cérébrales les ondes cérébrales et le mouvement des yeux pour engager des mouvements dans un ordinateur, pouvoir bouger des objets virtuels à l'intérieur d'une interface sans utiliser ses mains, simplement en utilisant son cerveau et ses yeux. On va passer dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. En l'occurrence, ici, c'est la réalité mixte. Donc, réalité mixte, pour rappel, donc vous avez d'un côté la réalité virtuelle, vous êtes immergé dans un monde totalement virtuel en 3 dimensions. Vous avez de l'autre côté la réalité augmentée, donc on vient afficher des éléments virtuels dans votre champ de vision. La réalité mixte, ce sont des éléments virtuels en 3 dimensions qu'on vient ajouter à votre champ de vision. C'est un mixte des deux. Et donc on a pu rencontrer Nreal qui faisait tester ses lunettes. Déjà, le premier truc qui nous frappe, c'est à quel point elles ne ressemblent pas aux casques qu'on a l'habitude de voir dans la réalité mixte. Elles sont relativement légères et pour cause, en fait, elles sont branchées au smartphone qui lui porte la puissance de calcul, ce qui permet en fait de faire baisser le coût de ce type de lunettes avec un coût abordable pour le grand public et deuxièmement d'avoir une autonomie et un poids qui en font un objet relativement raisonnable à porter. Et donc leur promesse, c'est de déployer la réalité mixte dans le monde de tous les jours avec un objet relativement abordable. On va passer dans le domaine, on va descendre un petit peu, on va aller sur les joues, sur la peau, dans le domaine de la beauty tech. Il y avait énormément d'innovations dans le domaine de la beauty tech. C'est d'ailleurs un très bon exemple de comment l'intelligence artificielle, en l'occurrence l'analyse d'image, pouvait être utilisée par des acteurs relativement traditionnels, en l'occurrence L'Oréal, l'Occitane, Neutrogena. Ils avaient à peu près tous les mêmes propositions de valeur, c'est-à-dire une analyse de la peau, faite sur la base de données collectées historiquement, analyse avec une intelligence artificielle pour faire des propositions de produits personnalisés. Chez Procter & Gamble, il y avait une proposition encore plus forte. C'est un nouvel appareil qui va permettre de corriger les petits défauts de la peau en analysant... c'est un roll-on. Je vais vous montrer la vidéo, c'est un peu plus facile à expliquer. C'est un roll-on, et en fait, il vient à la fois analyser votre peau et projeter, par exemple, sur vos taches de rousseur, du sérum pour les masquer. Donc c'est très peu invasif, contrairement à, par exemple, les produits de make-up traditionnels. Je suis désolé, mesdames, je ne suis pas vraiment expert, mais Gabriella, qui fait partie de l'équipe qui a testé, m'a dit que c'était extrêmement convaincant. Hein. Pour preuve, une fois qu'ils lui ont fait le côté droit ou le côté gauche, elle a demandé à ce qu'on lui fasse l'autre côté pour ne pas avoir l'air ridicule, tellement c'était efficace. Et à $500, elle a dit « je l'achète tout de suite ». Donc a priori, c'est très convaincant. Dans le domaine du corps, encore une fois, avec le sport augmenté par cette combinaison qui va, rien que par le fait de la porter, nous faire consommer des calories. Et si en plus de ça, vous faites du sport en l'apportant, 1 heure de sport est équivalent, 20 minutes de sport est équivalent à 1 heure de session normale sans cette combinaison. Donc ça existe aujourd'hui dans des instituts spécialisés, mais là c'est accessible à tout le monde et à domicile. Et puis enfin, une innovation qui donne le sourire. Vous avez déjà rencontré Brainco dans des éditions précédentes, puis ils avaient un prototype il y a 2 ans, cette année ils avaient un dispositif commercialisé. C'est la première start-up chinoise à avoir été incubée à Harvard, et ils sont assez bluffants. Donc là, vous avez une protège de main qui vient capter les signaux nerveux, mais sans entrer à l'intérieur de la peau, c'est-à-dire ils arrivent à capter ça sur la base de la surface de la peau, et ça permet à la personne de contrôler sa main artificielle, sa prothèse, pour pouvoir reprendre une vie normale, et notamment là, en l'occurrence, l'écriture. Et en fait, il était vraiment super sympa, et il avait l'air vraiment heureux de faire cette démonstration. Moi, j'adore le sourire qu'il fait, enfin, je sais pas, ça donnait le sourire.
On voit plein de trucs sur le salon et quand on a des belles choses comme ça, on a envie de vous les raconter. Et puis, une autre innovation qui donne le sourire, sans doute à madame cette fois. Il faut savoir que l'éjaculation précoce touche 30% de la population des hommes. C'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, ça ne se soigne que par traitement médicamenteux. Donc, ce sont des traitements assez invasifs. Et là, c'est la première solution non médicamenteuse pour pouvoir traiter cette pathologie par électrostimulation du périnée. Et puis enfin, un produit qui n'est pas encore sur le marché, mais qui est le fruit et l'œuvre d'étudiants de KAIST, c'est l'équivalent du MIT coréen, qui est une super balance connectée qui va être capable d'analyser tous vos vitaux et votre corps. Là, vous voyez encore une fois, hein, c'est Gabriella, elle s'est vraiment donnée à tout tester. Donc ça va permettre de connaître tous vos vitaux, de pouvoir identifier pour toutes les parties de votre corps, la répartition de la masse graisseuse et autres. Et puis il y a des informations assez rigolotes qu'on a pu noter, notamment que son bras droit est plus léger que son bras gauche, parce qu'en fait elle est gauchère. C'était assez amusant de voir comment c'était extrêmement précis ce dispositif. La tendance numéro 2, augmented workforce. Donc dans la même tendance de ce qui se passe dans le monde de tous les jours, ce qu'on a pu observer, c'est que le travailleur, il va être augmenté, mais il ne va pas seulement être augmenté. Il va être parfois remplacé. Donc ça, c'est un diagramme qui permet de positionner les différents métiers en fonction de leur qualité à être substitués ou non par des machines. En l'occurrence, ce qu'on observe, c'est que plus un travail a un impact social et plus il fait appel à une grande dextérité, plus il est difficilement substituable. Donc quand on va dans le premier carré, donc notamment dans ce qui est seulement humain, c'est-à-dire une grande dextérité et un caractère social important du travail, on peut voir comment, voilà, donc seulement humain, on peut voir comment le travailleur va être augmenté, notamment avec ce type de combinaison qui intègre des batteries et des petites prises pour pouvoir brancher tout un tas de capteurs et de dispositifs pour accompagner le travailleur sur le terrain. En l'occurrence, là, vous avez une démonstration avec des capteurs de gaz pour identifier s'il y a des risques de contamination. Donc, c'est directement positionné sur la veste de la personne qui travaille. Il y a des dispositifs également prévus pour les militaires, pour des usages spécifiques relatifs à l'armée. Dans le deuxième cadran, c'est-à-dire ce qui fait appel à une grande dextérité mais à peu d'interaction sociale, on va retrouver des choses qui sont à la fois automatisables, pas encore automatisables aujourd'hui, mais qu'ils deviennent. Notamment, on a pu tester, voilà, on a pu voir ce robot de Tangible Research et Aptix. En fait, à l'intérieur de ces gants, l'opérateur, il ressent vraiment avec précision ce que le robot ressent. Il a des retours haptiques dans les mains pour vraiment avoir la sensation et ressentir ce que ressent le robot. C'est vraiment un prolongement de ses mains, et ce n'est pas seulement des bras articulés, ce sont des bras et des capteurs sensibles qui viennent, qui le contrôlent. Plus impressionnant peut-être encore, la démonstration de l'exosquelette de Sarcos, qui est déjà utilisé et testé par Delta Airlines, pour les bagagistes. Donc ce sont des super exosquelettes avec une batterie qui peut durer 9 heures et qui vont rendre 20 fois plus fort les opérateurs sur le terrain. Et ces exosquelettes, on va vous en reparler parce que c'est quand même une des choses qu'on a vu plusieurs fois revenir sur le salon. Là, je vous montre que 2 exemples, mais il y en avait d'autres, avec notamment l'exosquelette de Samsung, qui à la fois permet d'avoir une assistance à la marche pour des personnes qui ont une réduction de leur mobilité, et puis pour des personnes qui voudraient faire de la rééducation, ça va faire l'inverse, ça va faire des retours de force qui vont aider à muscler les membres du corps, comme on pourrait faire dans des exercices de kiné. Donc ces exosquelettes qui arrivent bientôt sur le marché, a annoncé Samsung. Mais les êtres humains les travailleurs peuvent être augmentés pas d'un côté physique, mais peuvent aussi être augmentés au niveau des informations et de la cognition. C'est le cas, donc ils sont invités aujourd'hui, donc c'est le cas de Dilepix qui en fait va fournir des informations et des alertes pour les agriculteurs sur la base d'informations collectées via des caméras intelligentes dans les champs ou dans les exploitations d'élevage. Et donc de faciliter la prise de décision grâce à toutes ces informations. Mais il en parlera beaucoup mieux que moi.
dans le cadran sur les métiers qui font peu appel au social et qui ont une faible dextérité. Ce sont déjà beaucoup de métiers qui sont déjà remplacés par des machines, et on a pu voir notamment des nouveaux métiers qui se font remplacer. Par exemple, les agents qui contrôlent vos véhicules lorsque vous les rendez chez les loueurs. Vous savez, ces personnes qui contrôlent qu'il n'y ait pas de rayures. Aujourd'hui, vous avez ces Porsche-là, ces arcs qui font tous les contrôles nécessaires. Grâce à des caméras thermiques, sont même capables de contrôler des éléments moteurs sans avoir besoin d'ouvrir la voiture. Et puis demain, on pourra voir aussi les caméramans se faire remplacer par leurs caméras eux-mêmes qui, devenant intelligentes, sont capables de fixer un point, par exemple un sportif, et n'ont plus besoin d'être manutentionnés par un caméraman. Ça, c'est une start-up qui est d'ailleurs une start-up bretonne, qui est là aujourd'hui. Pixio. Et enfin, le dernier cadran, essentiellement humain, et donc ce qui fait appel à des qualités sociales et une faible dextérité, eh bien on peut voir aussi notamment des nouveaux acteurs de la robotique qui se positionnent sur ces sujets, avec Pollen. Pollen qui a un robot qui a été pensé pour l'accueil notamment, qui est capable de faire des petites actions avec ses mains, une faible dextérité, mais une dextérité quand même, par exemple de vous tendre des clés, de pouvoir bouger différents éléments, et qui est plutôt avenant, qui a taille humaine, et avec qui on a plutôt envie d'avoir une interaction. Il a l'air plutôt sympa, ce robot. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve assez chouette. J'ai joué avec lui au Morpion, il est pas très bon, par contre il est vraiment sympa. Alors on continue dans l'âge des robots, mais cette fois on va parler de la relation émotionnelle. Vous connaissez tous BB-8 dans Star Wars, probablement vous connaissez au moins R2-D2, cette espèce de petits compagnons des héros de Star Wars qui sont capables de les conseiller, les aider et créer une vraie relation émotionnelle avec eux alors que ce ne sont que des machines. Eh bien, c'est une vision que la tech nous propose. Les premiers pas, finalement, ce sont ceux des assistants vocaux, Amazon Alexa, Google, je vous l'ai dit, ils étaient hyper présents sur le salon. Mais la vision que la tech nous propose, c'est la vision d'après, c'est-à-dire d'aller au-delà de l'assistant. L'assistant, quelque part, vous lui donnez des ordres. Vous ne créez pas une relation émotionnelle avec votre Google Home, ou alors peut-être, mais là, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Et quand on rentre dans le domaine de la relation émotionnelle avec un objet... avec un robot, avec un avatar virtuel, on va rentrer dans des sujets qu'en sciences cognitives on appelle la Uncanny Valley, ou vallée de l'étrange. C'est un concept assez simple en fait, qui exprime l'affinité qu'on va avoir au regard d'une machine ou d'un avatar à qui on va interagir. Donc ça a été théorisé par un roboticien japonais, et ça dit une chose très simple: plus un avatar va être ressemblant à un être humain, plus ces petits défauts vont nous apparaître comme insupportables. Et là, vous avez un exemple avec ce robot chinois qui est quand même hyper bien réussi, mais par contre, voilà, ses paupières, ses petits mouvements, en fait, ça le met inconfortable. Ça crée un espèce de zombie effect qui fait qu'on trouve un peu monstrueux ce robot. Et du coup, les acteurs de la tech, ils se positionnent de chaque côté de cette vallée pour créer la relation émotionnelle avec les objets. D'un côté, ils vont créer des assistants, des compagnons qui sont très mignons, qui vont pas du tout chercher à ressembler à des êtres humains, plutôt à des animaux, plutôt peut-être, moi j'aime bien dire, à des Pokémon. Et puis de l'autre, on va être dans l'ultra-réalisme en utilisant des interfaces beaucoup mieux maîtrisées que les robots, typiquement les écrans. Alors le premier exemple, c'est Bolly. Bolly qui a fait un gros buzz, qui est une annonce de Samsung, qui est un petit assistant de vie qui va vous accompagner dans tout. Il va vous aider à contrôler votre maison, il va apprendre des choses à vos enfants, il va vous réveiller le matin, il va vous coacher quand vous faites du sport. Vraiment, c'est votre meilleur ami. C'est vraiment BB-8 dans Star Wars. Le deuxième exemple, c'est Clickbot, qui est un chatbot qui est un robot qui a été designé par les équipes de Pixar et qui est un robot pour les enfants, qui est vraiment là pour créer une dimension émotionnelle. Il est super mignon. Les enfants peuvent le fabriquer à leur guise, lui donner l'apparence physique qu'ils souhaitent, et derrière il va interagir avec eux, il va vraiment chercher à créer une relation d'ordre émotionnel. Il a quelques petits usages un peu sympas, comme vous servir le café par exemple. On passe de l'autre côté de la Uncanny Valley, donc cette fois dans l'apparence ultra réaliste, avec Néon. Néon qui va en fait générer un avatar virtuel sur la base de plusieurs enregistrements qu'on aura fait d'une personne physique. Mais du coup, à cette personne physique, on ne va pas se contenter, on ne va pas reproduire le film qu'on a pris. Non.
on va générer une nouvelle image de cette personne, des nouveaux mouvements, des nouvelles émotions qui sont complètement générées par l'algorithme. Donc ils utilisent pour ça, pour la captation, ils utilisent des technologies issues du cinéma, notamment ce qui a été utilisé sur le film Avatar, et derrière ils recomposent des êtres humains. C'était assez impressionnant sur le salon parce qu'ils étaient exposés en taille 1:1, donc vous vous retrouviez face à un mur d'avatar virtuel, c'était assez perturbant. Moi j'ai bien aimé cette sensation, c'était un peu malaisant, mais en même temps ça projetait vraiment dans quelque chose de nouveau. Si on va plus loin dans cette idée des avatars virtuels, il faut s'intéresser au deepfake. On a eu la chance d'assister à une conférence très intéressante sur le sujet. Donc le deepfake, vous en avez peut-être entendu parler, ça a pas mal buzzé sur Internet, mais surtout pour un petit peu dans le domaine du canular. Donc le deepfake, vous utilisez des algorithmes pour recomposer les lèvres, les expressions faciales, les expressions du corps d'une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'enregistrements. Typiquement, Barack Obama, il a fait tellement de télé qu'on est capable d'apprendre à un ordinateur à l'imiter, en quelque sorte. Et derrière sa voix, on va utiliser un comédien imitateur qui reproduit la voix de Barack Obama. Donc là, vous avez un faux Barack Obama généré par ordinateur et un comédien qui lui fait dire n'importe quoi. Et ça marche super bien, c'est hyper bluffant. D'ailleurs, il fait dire à Barack Obama qu'il ne faut pas se fier aux images sur Internet. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est très bluffant. Et dans la conférence à laquelle on a assisté, ils nous ont parlé des usages business de cette technologie, la faire sortir du canulaire. Et notamment, un usage intéressant dans le domaine de l'apprentissage, pour que demain, potentiellement, ce soit Barack Obama qui vous apprenne la géopolitique, que ce soit Steve Jobs qui vous apprenne le marketing, que ce soit Albert Einstein qui vous apprenne la physique quantique. Une projection, à la fois des deux côtés, je vous disais, de cette vallée, des avatars et des compagnons virtuels ultra mignons, et de l'autre côté, des compagnons virtuels ultra réalistes. On ne sait pas de qui va gagner dans cette bataille, mais en tout cas, on voit que la tech essaie vraiment de nous faire aimer, le virtuel. Et ça ne peut pas m'empêcher, moi, de penser à différents films, Ex Machina, Her, et nous projeter, évidemment, le CES nous projette vraiment dans cet imaginaire. On va parler maintenant de la tendance numéro 4, Everything's Autonomous. Il y a eu de nombreux concept cars de véhicules, de concepts de véhicules autonomes sur le salon. Le plus marquant, je pense, c'était celui de Vision AVTR de Mercedes-Benz qui a été développé avec les équipes d'Avatar, donc l'Avatar, le film. Donc c'est une vision très bionique, biologiquement inspirée du véhicule. La voiture, elle respire, elle réagit à son environnement. Et là, c'est ces évents qui respirent quand on s'approche d'elle. C'est assez particulier. C'est une vision très particulière du véhicule autonome. Puis derrière, il y avait notamment aussi un nouvel acteur un acteur qui proposait quelque chose de nouveau. C'était la voiture de Sony, Vision S. Alors non, ne pensez pas que Sony va demain se mettre à commercialiser des voitures. Ils nous ont expliqué que l'objectif de ce concept car était de faire la démonstration de leur capacité à être un équipementier de choix pour les constructeurs et que c'est une voiture principalement pour démontrer la puissance de frappe de Sony. Mais des concept cars de véhicules autonomes, il y en avait beaucoup chez Sony et d'autres, que ce soit des véhicules personnels ou des véhicules de transport de personnes, là il y en a un autre, des véhicules un peu plus originaux ou autres. Celui-ci était probablement le plus joli, je trouve, en termes de design, mais ça n'engage que moi. Alors, où on en est aujourd'hui en termes d'autonomie des véhicules? Pour rappel, je fais un petit rappel historique, c'est un diagramme qu'on avait montré la première fois en 2017. En 2017, les acteurs de l'automobile annonçaient une roadmap à 2021 pour les premiers véhicules autonomes, full autonomes, ce qu'on appelle la catégorie 5, c'est-à-dire un véhicule où vous n'avez pas besoin de chauffeur, il se pilote tout seul dans les rues de Paris. C'était prévu pour 2021. Bon, 2018, ils ont repoussé. Aujourd'hui, ils n'ont plus de date. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui se sont retirés de la catégorie 5, des grands acteurs automobiles qui ont dit en fait, on n'y arrivera pas, ou alors on y arrivera, mais ce sera trop cher et donc ce ne sera pas commercialisable, donc on préfère ne pas y aller. Donc, aujourd'hui, finalement, on est toujours au même endroit, on est en catégorie 4. Et on n'y bougera pas pour très longtemps. On n'y bougera pas parce qu'en fait, il y a eu de nombreux accidents, notamment chez les voitures de test, qui ont créé vraiment une espèce d'anxiété du point de vue du public. On n'y ira pas également parce que les voitures se font hacker. Il y a eu 300 vols de véhicules connectés chez Mercedes l'année dernière. Et puis on n'ira pas également parce que les algorithmes, il faut les entraîner sur ce qu'on appelle les chaos limites.
Aujourd'hui, 90% des cas d'usage standard d'utilisation d'un véhicule sont couverts. Les simulateurs ont fait leur travail et on sait que les véhicules autonomes savent couvrir 90% des cas. C'est pour ça que vous voyez des vidéos sur internet de véhicules autonomes qui se baladent dans les rues de telle ou telle ville aux États-Unis et qui ont l'air de très bien fonctionner. En fait, ils fonctionnent très bien. Mais quid des chaos limites? Alors, pour entraîner les algorithmes de véhicules autonomes, il y a plusieurs manières de faire. Il y a la simulation, donc on fait tourner l'algorithme dans un simulateur. Bon, le problème, c'est que c'est assez courtois un simulateur, donc c'est difficile de l'entraîner sur des chaos limites. On le fait dans les villes comme K-City, qui est le laboratoire en plein air de Samsung. C'est une ville construite pour entraîner le véhicule autonome, mais la difficulté, c'est que c'est difficilement scalable. Donc il y a une autre manière de faire pour entraîner les chaos limites, c'est de faire appel à l'être humain. Et là, par exemple, vous avez un use case où vous avez un être humain qui conduit la voiture bleue, un véhicule autonome qui est la voiture rouge. Et le but de l'être humain, c'est de mettre la voiture rouge dans le décor. Et le but de la voiture rouge, c'est d'apprendre les comportements pour demain pouvoir les éviter le jour où ils sont sur la route. Alors, tout ça, on n'est pas sûr de pouvoir l'atteindre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grands débats, à la fois chez les universitaires, chez les fabricants, chez les équipementiers. On n'est pas certain d'être capable d'atteindre cette catégorie 5 de full automation. Si on y arrive, il y a des projets, comme le projet un peu fou de la ville autonome de Hyundai, où vous avez des navettes autonomes qui transportent les passagers dans ces espèces de hubs supermarchés autonomes qui vous donnent de l'alimentation qui fonctionne en autonomie, sur lequel peut se poser le drone autonome volant qui vous transportera d'Auckland à San Francisco, enfin une espèce de vision du futur. Bon, comme je vous dis, on n'est vraiment pas certain de pouvoir atteindre cette catégorie-là. Aujourd'hui, les dates qui sont annoncées, elles sont annoncées tout bas et elles ne sont pas du tout certaines. Et donc, on est bloqué dans cette catégorie 4. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire dans la catégorie 4. Bon, déjà, vous connaissez peut-être les navettes autonomes Navia, qui sont en test à Lyon. Il y a des projets similaires qui sont en test partout dans le monde. Mais dans le domaine de l'agriculture aussi, la catégorie 4 trouve sa place, avec la démonstration de John Deere, qui nous montrait son plus gros, alors c'était assez amusant, hein, sur le salon de la tech, au milieu des téléconnectés, des casques de réalité virtuelle, vous aviez les gros tracteurs de John Deere. C'était plutôt sympa, avec 40 mètres de tuyaux d'amplitude pour l'épandage et qui se conduisent tout seuls grâce au positionnement GPS. Effectivement, en fait, dans un champ, il n'y a pas beaucoup de voitures d'autres personnes pour venir vous embêter, et donc c'est assez facile, entre guillemets, de pouvoir déployer de l'autonomie. Et puis des projections dans le futur, avec notamment Doosan, donc qui est un acteur de l'industrie lourde en Corée. Je vous disais que la Corée avait pris aussi la place de la Chine. Là, c'est un exemple parfait, qui nous projetait dans un monde de chantiers connectés, avec des bulldozers, des pelleteuses connectées, avec un drone qui couvre la surface du chantier, analyse et donne des ordres directement aux différents opérateurs. Donc tout ça, c'est une vision d'un monde autonome en catégorie 4, parce qu'en fait vous êtes dans un environnement contrôlé, encore une fois. Alors comme la catégorie 5, c'était un petit peu là depuis les 3-4 dernières années le gros sujet de communication des grands acteurs de la mobilité, et que cette année c'était un peu l'année où en fait on ne peut pas vraiment communiquer dessus parce que, je vous l'ai expliqué, c'est compliqué, on est coincé dans la catégorie 4. Les grands acteurs de la mobilité en fait ont choisi aussi un autre sujet, qui est leur mutation vers un monde du tout électrique. Et donc cette mutation vers un monde du tout électrique, elle traverse plusieurs enjeux. C'est de repenser notamment la chaîne de valeur. La chaîne de valeur en termes de production. Comment est-ce qu'on garantit une capacité de production suffisante pour assurer la migration d'aujourd'hui de toute une flotte automobile qui fonctionne au thermique pour le passer dans de l'électrique. Comment est-ce qu'on est capable aussi de gérer la production électrique off-grid? Ça, c'est un sujet qu'on connaît moins en France, mais qui est un vrai sujet aux États-Unis, parce qu'ils ont un territoire monstrueux à couvrir, et notamment des zones avec très peu d'infrastructures. Donc imaginez-vous faire la route 66 en véhicule électrique, c'est pas dit que vous trouviez des bornes de recharge qui sont raccordées au réseau. Excusez-moi. Donc du coup, il y a aussi le sujet de la distribution. Comment est-ce que je recharge ces véhicules électriques? Comment est-ce que je déploie ce réseau de véhicules électriques? Est-ce que la recharge sans fil est possible? En tout cas, il y a des acteurs qui se positionnent sur ce sujet.
La question du stockage également, avec l'optimisation des batteries lithium-ion. Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est 60% d'utilisation de la capacité d'une batterie lithium-ion, ce qui est vraiment pas beaucoup, en tout cas qui n'est pas suffisant. Voire peut-être même l'imagination, l'invention de technologies alternatives à la batterie lithium-ion. Il y a la question de la transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique, à la fois dans le domaine de la mobilité un peu plus standard comme la voiture, mais finalement aussi, je vous parlais de tractopelles autonomes, comment je développe des moteurs suffisamment puissants pour bouger des cailloux énormes, pour pouvoir creuser des trous. Et puis, ça pose des questions en termes d'usage également, et de repenser les usages, la consommation même de la voiture. Alors, le premier exemple, c'est sur les deux premiers éléments, c'est sur la production et sur le déploiement des superchargeurs. Donc, le premier sujet, en fait, déjà, on a rencontré Ivigo lors d'une conférence, donc c'est un des acteurs les plus avancés dans le déploiement des superchargeurs aux États-Unis. Ils ont choisi, et c'est intéressant, de développer leur superchargeur de manière autonome avec en 100% solaire. Ça leur permet une première chose, c'est de pouvoir se déployer potentiellement dans des zones où il n'y a pas de réseau. Donc ça, c'est assez logique, le déploiement off-grid. Mais en fait, ça leur permet autre chose, ça leur permet de déployer plus rapidement aussi, de manière autonome. Ils achètent un terrain, ils construisent, ils n'ont pas besoin de négocier des raccords avec les industriels qui fournissent l'électricité. Ils vont beaucoup plus vite avec les communes pour pouvoir déployer leur superchargeur. C'est un peu une astuce, mais c'est assez intelligent. Et une autre chose, c'est sur la manière dont ils choisissent de déployer leur superchargeur. Il est à noter aujourd'hui qu'il y a un problème d'usage quand même assez important entre la recharge d'un véhicule thermique et un véhicule électrique. Quand vous allez à la station essence, il vous faut aller grosso modo, avec la queue compris, 4-5 minutes pour recharger votre voiture. Ça va vite, c'est très convénient pour un utilisateur. Passer dans le monde de l'électrique, c'est accepter que ces 5 minutes passent à 15 voire 20 minutes. C'est non négligeable, c'est du temps, c'est pas évident à accepter. Donc c'est une vraie barrière à l'accession aux véhicules électriques. Et eux, ils ont choisi une manière assez intelligente, je trouve, de contrer cette barrière. Ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent les données de mobilité. Ça, ils peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas de legacy, donc ils peuvent choisir volontairement où ils vont s'implanter. Ils choisissent des zones où il y a du passage et surtout des endroits où les gens passent un peu de temps. Les restaurants, les hôtels, les supermarchés. Donc demain, en fait, ils vont privilégier de s'installer à côté d'un McDonald's, là où vous allez manger pendant 15-20 minutes, et là, vous allez recharger votre voiture. Et donc, ils vous font la promesse que demain, vous n'avez pas à vous dévier de votre route normale pour pouvoir recharger, c'est-à-dire que le chargeur est aux endroits où vous allez déjà, ça c'est important. Et la deuxième chose, c'est en plus de ça, vous allez passer un peu de temps à ces endroits, donc les 20 minutes de recharge, c'est pas un vrai pain point. On a vu des choses intéressantes aussi sur le stand du CEA avec Kiwi, qui est une technologie qui va permettre de rationaliser l'utilisation des bornes de recharge. Donc ils ont des petites flottes de véhicules qui se mettent les uns derrière les autres comme des caddies et qui permettent de recharger 8 véhicules sur une seule borne. Donc avec une infrastructure réduite, on peut optimiser la recharge des véhicules. On va sortir un petit peu du domaine de l'automobile, mais toujours dans l'électrique, avec Ossia. Ossia, ils ont une technologie qui leur permet de recharger des petits composants électroniques avec ce qu'ils expliquent être une technologie proche du Wi-Fi, c'est-à-dire via les ondes. C'est les ondes qui vont recharger les petites étiquettes qu'il y a dans le supermarché. Et en fait, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que leur prochain use case, c'est de faire ça dans la voiture, c'est-à-dire de supprimer les câbles qu'il y a à l'intérieur de la voiture et de les remplacer par leur technologie pour notamment tout un tas de petits capteurs et d'alimenter ces capteurs via de l'électricité qui serait fournie par les ondes. Dans le domaine, cette fois, du photovoltaïque, on a pu rencontrer les Suédois de Exeger qui, en fait, ont développé une nouvelle technologie de panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est tout petit. Et je dis panneaux solaires, et c'est pas totalement vrai, parce qu'ils sont aussi capables de se recharger avec de la lumière qui vient des néons ou des lampes. Et du coup, ça, il s'inspire de la photosynthèse des plantes pour reproduire ce type de procédé dans leur panneaux solaires. Ces batteries en papier, donc aujourd'hui ce sont des toutes petites batteries, hein. On ne parle pas des batteries pour le véhicule autonome aujourd'hui. Mais ces petites batteries, elles remplacent les piles, notamment dans
les composants électroniques et le matériel médical à usage unique. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'utilisation de matériel électronique à usage unique dans les hôpitaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des piles de montres dedans, et comme c'est à usage unique, c'est jeté, et les piles, elles finissent dans la décharge, leur impact écologique est quand même vraiment médiocre. Avec ces piles qui sont faites en papier et dont les composants chimiques ont été remplacés par des composants biologiques, ils vont réduire l'impact environnemental de ces batteries. On espère peut-être un jour de plus gros volumes. Batterie toujours, batterie lithium-ion, mais pliable cette fois, ils ont reçu un Innovation Award avec les gens de Libest Inc. qui font des batteries qui peuvent s'adapter au profil des véhicules. Et ils ont fait une démonstration notamment avec des batteries intégrées au profil des ailes d'un drone, ce qui fait que ça a permis d'améliorer l'aérodynamisme du dispositif. Les Français de Autonome, cette fois, je les ai trouvés vraiment intéressants. Déjà, la première chose, c'est qu'ils ont développé une technologie et posé tout un tas de brevets pour améliorer l'utilisation des batteries lithium-ion, de les faire passer de 70% à 97 voire 98% d'utilisation, ce qui est non négligeable, c'est une augmentation d'un tiers. Et surtout, c'était le côté hyper culotté de leur fondateur qui m'a dit « Nous, on est ici pour faire la démonstration que notre technologie, elle fonctionne, et on est là pour convaincre l'industrie qu'on doit être le prochain standard de batterie électrique. » Et vous avez un acteur qui est assez petit, qui arrive et qui se dit « Le CES, c'est le bon endroit pour faire ça, et on a le prototype, on a le démonstrateur pour montrer que notre technologie fonctionne et qu'on a de quoi se prévaloir de cette ambition. » Je vous parlais tout à l'heure de transformation de l'électricité en énergie motrice. Vous avez ici le premier prototype de moteur dédié à l'industrie qui a été pensé pour le gros matériel, typiquement les moissonneuses-batteuses, les tracteurs, les camions, les grues, pour pouvoir être alimentés par de l'électrique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fois il fonctionne avec de l'électrique, mais il fonctionne aussi au gaz. Et puis enfin, les innovations en termes de business model, avec l'exemple, je pense, le plus frappant, c'est Canoo. Alors déjà, Canoo, c'est à noter qu'ils ont mis seulement 2 ans pour passer du concept au véhicule commercialisé. Juste pour un ordre de grandeur, c'est 10 ans pour un constructeur traditionnel. Eux, ils l'ont fait en 2 ans. C'était nouveau sur le marché, avec une stratégie inspirée du digital, d'aller chercher des partenaires très ciblés, très spécifiques. Ils ont fait leur véhicule en 2 ans. Et leur véhicule, ils ne vont pas le vendre. Ils vont le commercialiser comme Netflix commercialise ses abonnements. C'est-à-dire qu'ils vont vendre de la voiture par abonnement. Et dans cet abonnement, vous avez le kilométrage illimité, vous avez l'assurance, vous avez l'assistance, vous avez le remplacement des batteries, vous avez en fait tout inclus, il n'y a pas de frais cachés. On vous vend la voiture comme on vous vend Amazon Prime. Et ça, c'est assez nouveau comme proposition de valeur et je pense que c'est intéressant de le noter. 6e tendance, si vous êtes encore là, Sustainable is the new sexy. C'est pas anodin qu'on ait choisi Is the New Sexy, parce qu'aujourd'hui, certes, il y a une prise de conscience des entreprises de leur impact environnemental, mais il y a aussi quand même un gros enjeu de communication. Néanmoins, c'est intéressant de noter, il y a 4 étapes. Nous, on travaille aujourd'hui chez Niji, on accompagne nos clients dans leur transformation responsable, au niveau du design, au niveau du conseil et de la technique, pour alléger leurs dispositifs digitaux. Et on a identifié 4 niveaux d'avancée des entreprises dans leur stratégie au regard de l'environnement. La première, c'est la prise de conscience. Globalement, l'essentiel des entreprises qu'on a vues sur le salon, elles se situent à peu près ici. De nombreuses entreprises françaises sont aujourd'hui dans la mise en place d'une politique de RSE. Aux États-Unis, c'est relativement nouveau ce concept. On a assisté à une conférence assez étrange pour nous, Européens, où vous aviez le CEO de Salesforce qui expliquait aux gens ce qu'était que le concept de RSE avec des mots extrêmement didactiques, comme s'il parlait à des enfants, parce qu'en fait, le concept est relativement méconnu aux États-Unis. Vous avez le 3e point qui est la stratégie Sustainable Driven. L'idée, c'est vraiment que le produit, le business est centré sur l'idée qu'il faut réduire les externalités et qu'il faut aller dans le sens de la réduction de ces externalités négatives. Et puis, le dernier point, qui est probablement l'aboutissement, qui n'est probablement pas permis pour tout le monde, qui est la production éco-responsable, c'est vraiment que l'enjeu environnemental est au centre de la proposition de valeur de l'entreprise et c'est son enjeu. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la fois l'année dernière, on avait pu observer des signaux faibles. On avait vu des entreprises, des startups qui se positionnaient sur ce sujet-là. On avait même identifié une tendance qu'on appelait « Make the planet great again ». Cette année, il y a aussi des grands groupes qui se positionnent sur ces sujets, et ça, c'est important de le noter. Ce n'est plus réservé seulement aux petites entreprises. Alors, le premier exemple, c'est une nouvelle entreprise, en l'occurrence Fisker, qui est un fabricant automobile qui est basé en Californie et qui se veut un petit peu l'anti-Tesla. C'est une voiture à 30 000 €,
donc accessible au grand public et au marché américain. C'est une voiture qui a des panneaux solaires sur le toit et qui se recharge finalement d'elle-même, en tout cas en partie d'elle-même. C'est une voiture qui a du plastique recyclé à l'intérieur. Ils utilisent du plastique récolté dans l'océan pour faire les plastiques de l'habitacle. Et enfin, le cuir des sièges est un cuir vegan. Le deuxième exemple, c'est Living Packet, qui s'inscrit dans le domaine de la logistique. Living Packet, en fait, ils ont pris conscience de quelque chose qui est assez essentiel. D'ici 2026, la quantité de colis va doubler. Donc je vous laisse imaginer la quantité de plastique et de carton que cela représente. Et eux, ils ont décidé de tacler ce problème-là avec des boîtes réutilisables de très bonne qualité qui sont géolocalisées, qui ont des étiquettes en écran e-ink, vous savez, comme votre Kindle, qui peuvent être remises à jour à chaque fois et qui sont consignées. Ce que je trouve intéressant aussi avec Living Packet, c'est à quel point ils sont symptomatiques de ce que j'ai appelé la maturité des startups françaises. Moi, je les ai rencontrés il y a 2 ans au Vivatech. Ils avaient la même vision, c'est-à-dire s'attaquer au problème du carton, des emballages pour la livraison, mais ils avaient un business model et une proposition de valeur complètement différente. Et en 2 ans, ils ont switché, ils ont pivoté plusieurs fois pour arriver à ce concept-là. Et aujourd'hui, ce qu'il me disait, on sent qu'on est mature parce que c'est plus nous qui allons chercher nos clients, ce sont les clients, les gros acteurs du retail qui viennent nous chercher parce que justement, ils sont dans cette démarche-là de stratégie sustainable driven ou de mise en place d'une stratégie RSE et du coup, ils viennent nous voir pour réduire leur empreinte. Autre sujet important quand on parle de la protection de notre environnement et de la planète, c'est l'eau. On est en train de vivre aujourd'hui dans un monde où une ville complètement occidentalisée comme Cape Town, au sud de l'Afrique du Sud, vit en pénurie d'eau. C'est-à-dire que les gens ils ont 1 à 2 bouteilles d'eau par jour, ils ne peuvent pas utiliser leur robinet, ils ne peuvent pas prendre de douche, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et bien Hydraloop s'attaque à ce problème-là et propose de recycler l'eau de la maison de manière cyclique, et en fait ils se sont inspirés de technologies qui sont aujourd'hui utilisées dans la Station Spatiale Internationale. L'ISS, elle n'est pas raccordée au réseau du service d'eau. Autre gros sujet, alors effectivement, je pense que vous y êtes peu familier vivant en Bretagne, mais la climatisation est un gros sujet pour l'environnement, notamment en Asie-Pacifique et aux États-Unis, typiquement à Las Vegas. Il fait vraiment très chaud et tout est tout le temps climatisé, ça a un impact environnemental énorme. Et avec leur technologie Oxycool, ils sont capables de réduire de 90% les émissions de CO2 et la consommation électrique des dispositifs de refroidissement. Dernier sujet, en termes d'activité responsable des entreprises, la consommation alimentaire. Je vous ai dit qu'il y avait un nouveau sujet sur le salon, c'était la food tech. Notamment, voici un des exemples, c'était Meatable. Meatable, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent des cellules sur des animaux vivants, ils les font grossir en laboratoire, d'un côté la viande, de l'autre côté le gras, et ils recomposent de la viande qui a goût de viande, et du coup vous pouvez manger de la vraie viande. Si jamais vous voulez pas manger de la vraie viande, vous pouvez goûter les saucisses de Impossible Meat, qui sont 100% vegan et pourtant ont le goût de la viande. Alors moi j'ai pas goûté ce produit-là, j'étais curieux, je suis allé goûter leur Impossible Burger. Si un jour vous avez l'occasion, soyez curieux. Non, sincèrement, j'ai été extrêmement bluffé par le truc, c'est quand même hyper bien fait. Enfin, bon. Alors effectivement, on peut quand même s'interroger sur le paradoxe de cette question de sustainability et le fait qu'on soit à Las Vegas. Je ne sais pas si parmi vous il y a déjà des gens qui sont allés, mais je vous dresse un tableau. Il fait 15 degrés dehors, on chauffe les trottoirs. Il y a des néons partout, il y a de l'eau utilisée pour alimenter des fontaines alors qu'on est dans le désert et qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement d'eau. Donc c'est vrai que c'est étrange que ce soit dans cette ville que la tech choisisse de faire ces annonces éco-responsables. Mais en attendant d'avoir un équivalent autour de la protection de la nature en termes de salon, eh bien c'est au CES que se font ces annonces. Avant de conclure, simplement quelques petits coups de gueule. Le premier, c'est Samsung qui nous proposait ce qu'on a appelé des innovations en carton. Donc vous êtes sur le stand de Samsung, imaginez, c'est un petit terrain de foot. Il y a des écrans partout, des écrans qui tournent, de la lumière, des terres rares partout. Et ils vous disent que leur engagement responsable, c'est de recycler leurs cartons pour en faire du mobilier ou des jouets pour enfants. Bon, c'était assez anecdotique et probablement pas à la hauteur des ambitions de Samsung. Autre sujet, il y a beaucoup de charlatanerie sur le CES, à la fois des choses assez étranges qui font appel à la médecine chinoise ou autre, et puis d'autres choses qui nous font des surpromesses, notamment dans le domaine de l'ADN.
entre le discours marketing et la réalité de l'état de la recherche, on se questionne parfois sur le fait qu'on est un peu pris pour des pigeons. Par contre, on a quelques coups de cœur, notamment le petit jurassien qui faisait sa potato connectée, sa patate connectée. En fait, c'est assez amusant. Il a décidé de troller le CES, d'apporter des... Il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits qui servaient à rien. Là, moi, j'essaie de vous montrer un petit peu la crème de la crème, mais il y a aussi beaucoup de trucs étranges au CES qui n'ont pas grande utilité. Et du coup, il s'est dit, est-ce que si j'y vais avec un produit complètement loufoque, je vais avoir ma place? Et effectivement, il a été accepté. Et il nous proposait Hey Potato, c'était une patate connectée au Wi-Fi à qui vous pouvez poser des questions. C'était très drôle et il assumait complètement son côté troll, c'était vraiment sympa. Et puis enfin, le dernier coup de cœur, l'objet qui a récolté le plus de prix dans la catégorie, le prix d'innovation. Hein. Le CES remet de nombreux Innovation Awards et le robot, puisque c'est dans la catégorie robotique, le produit qui a reçu le plus d'Innovation Awards, c'est un sextoy connecté. Ce qui est assez amusant, c'est que les sextoys avaient été bannis du CES pendant plusieurs années, et l'année dernière, de par un scandale autour de cette marque, qui n'avait pas eu sa place au salon alors qu'ils proposent des produits innovants, ils ont eu de nouveau leur marque. En conclusion, simplement pour vous dire que le CES, ce n'est qu'une vision du futur. Cette vision, c'est une vision peut-être qui peut nous paraître un peu étrange, d'humain assisté, d'humain augmenté, à la fois via des interfaces nouvelles qui se dressent devant notre champ de vision, via des dispositifs de mobilité qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut voir dans Wall-E, des assistants du quotidien, des compagnons qui nous accompagnent au quotidien et qui remplacent peut-être même jusqu'à nos proches. C'est une des visions du CES, et en même temps, le CES se réinvente perpétuellement. Il a 53 ans, il a été capable de se réinventer. Aujourd'hui, on voit émerger un nouveau sujet, celui de la sustainability, de la protection de l'environnement, et on espère que l'année prochaine, on en verra plus sur ces sujets-là. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, on va faire des questions-réponses, comme ça tu attends de boire un verre. Est-ce que vous avez des questions sur ce CES? C'est toujours la première qui pose problème. Ouais, s'il n'y a pas de questions, je vais simplement vous dire, souvent, il y en a une qu'on nous pose, c'est pourquoi est-ce que vous allez au CES? Qu'est-ce que vous cherchez au CES en tant que Niji? Je vous en ai parlé un peu au début, c'est surtout pour nous, c'est pour le caractère, je ne vais pas dire visionnaire, parce que c'est pas vraiment ça, mais projectif du salon. Nous, voilà, ça fait 6 ans qu'on y va et on s'est quand même vraiment rendu compte qu'il y a énormément de choses qu'on voit au CES et qui se concrétisent, au quotidien. Ça peut être l'IoT par exemple, il y en a d'autres. Et du coup, c'est important pour nous d'y être, pour pouvoir être nous-mêmes à la pointe et pouvoir être capable aussi d'irriguer ça chez nos clients, que ce débrief, je l'anime dans les différents sites de Niji pour partager avec nos collaborateurs, pour qu'on ait une vision collective de ce qui nous attend ou ce qui peut nous attendre. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est très probable que de grandes choses que je vous ai montrées ce soir se concrétisent demain. Et il faut l'avoir en tête pour anticiper le demain aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question qui est apparue d'un coup? Passe. Sinon, c'est pas grave, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous avez parlé des paquets en fait, réutilisables, ouais, et surtout de la notion de pilotement de cette jeune start-up. Alors ça pourrait aider peut-être les nôtres. Est-ce que c'est vraiment leur pilotement qui a créé le marché, ou c'est le marché qui a commencé à prendre en compte le fait qu'on allait effectivement avoir des soucis avec le nombre de cartons que ça peut représenter? Pour le coup, je pense qu'il est possible que l'élément de marché ait joué, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pivoté, parce que leur proposition de valeur initiale, c'était pas ça. Leur proposition de valeur initiale, c'était de remplacer un FedEx ou autre par du peer-to-peer delivery. Donc vous alliez au relais de la gare du Nord, vous collectiez le colis qu'une personne a déposé, vous preniez l'Eurostar pour aller à Saint-Pancras, et à Saint-Pancras, vous le laissiez dans l'équivalent du relais de Saint-Pancras pour que le type vienne le chercher. Ça, c'était leur business model de départ. Donc ils ont vraiment pivoté dur. Moi, je les avais rencontrés et je les suis de par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et j'ai pu voir, ils ont mis du temps avant d'arriver sur aujourd'hui leur proposition de valeur.
Donc là, pour le coup, il y a un vrai pivot en termes de produits, en termes de proposition de valeur, en termes de business model, parce que du coup, leur modèle de rémunération n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on part d'un modèle plutôt B2C à un modèle B2B. Et ça, c'est un truc, je pense, à garder en tête quand on a une startup, c'est que si on peut générer des revenus avec des entreprises, c'est quand même beaucoup plus facile. Nous, on travaille dans notre écosystème avec Niji, que ce soit au village à Paris, qu'on connaît bien, ou autre. On voit aussi que lorsqu'on arrive à trouver, lorsqu'une startup arrive à trouver une débouchée business, B2B, ça accélère et ça va quand même beaucoup mieux. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même le temps de réaction sur le sujet de la planète. Hein. Et l'autre point qui est plutôt une bonne nouvelle, et dans notre territoire, ça va être important, c'est que enfin le CES, c'est pas uniquement Consumer Electronics. C'est en train de devenir, pour le coup, les innovations de la tech avec la notion de food tech et la notion aussi d'agritech. Alors, je pense évidemment à nos coopératives agricoles, qui sont quand même des fleurons de la Bretagne. Et ça veut dire que peut-être on va pouvoir embarquer l'année prochaine. Je regarde par là-bas, mais ils sont attentifs. L'année prochaine, on va peut-être pouvoir embarquer nos COP agricoles, et pas uniquement en Israël ou au salon de San Francisco. En attendant, sur la food tech, on en reparlera parce que moi je veux bien un débrief, savoir comment ils présentent des innovations dans la food tech au CES. Ils font goûter en fait. Mais ce qui est aussi amusant, parce qu'en fait, moi je dis, c'est nouveau cette année, l'agritech, c'est pas totalement vrai. En fait, il y a une espèce de. L'Eureka Park, là où il y a 1200 startups à peu près, c'est une espèce de grand souk, j'exagère, où vous avez plein d'innovations, plein de choses, et effectivement, il y a à peu près tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Ça, c'est pas représentatif du CES dans son ensemble. C'est souvent là où on voit les signaux faibles. C'est là où on a vu les premières boîtes, notamment dans le sustainable. On a vu, vous y étiez l'année dernière, donc il y avait effectivement de l'agritech. Mais là, c'est surtout de voir se positionner un acteur comme John Deere, c'est pas anodin, qui vient sur un salon technologique. C'est de voir un acteur comme Delta Airlines, qui vient sur le CES. C'est pas du tout des salons, un salon qui est naturel pour eux. Et en plus, ils ont mis le paquet, pour le coup, les deux. Donc ça, c'est plutôt ça qui est Ils ont nouveau. les moyens, John Deere. Mais à l'Eureka Park, il y a tout. Même l'année dernière, j'ai vu des gens qui avaient une proposition pour créer une ligne de transport de marchandises de manière régulière entre la Terre et la Lune, pour envoyer du matériel de forage sur la Lune. Leur but à terme étant de forer la glace des pôles, extraire l'hydrogène de la glace des pôles pour alimenter les navettes spatiales de la future conquête spatiale. Et c'est très sérieux, c'était la plus grosse levée de fonds de start-up au Japon. Donc, il y a un peu de tout. Je ne sais pas si c'est sérieux quand on a beaucoup de fonds, mais parce qu'on en a vu qui se sont cassés. En tout cas, c'est pris au sérieux. La petite dernière étant WeWork, qui a quand même coûté un petit peu d'argent aux Japonais, justement, et qui, grosso modo, a été le plus gros golden parachute de tous les CEO pour lancer une start-up. 1 milliard, hein, quand même, il est parti avec 1 milliard de CEO, donc on n'a pas ça couramment. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, c'est toujours passionnant. Merci pour votre attention. On va, avant de laisser la parole aux startups qui ont vécu les choses, on va avoir un regard un peu breton, parce que on est en Bretagne et on ne craint pas ni le chaud ni les gouttes, mais les Bretons sont quand même une bonne région. Je fais exprès de regarder Frédéric, mais il n'écoute plus. Les Bretons sont quand même bien présents, et donc nous avons Nicolas de Bretagne Commerce International qui va vous donner un peu le panorama de la Bretagne au CES de Las Vegas. Si Nicolas, tu nous entends, ça vous a parlé, les couches connectées? Je parle pour les enfants, évidemment. Ça réagit. Ou encore l'analyse des poupes de votre chien ou de votre chat. C'est vrai que c'est extrêmement important. Comment? Les vendeurs connectés, c'est le plus gros buzz Facebook, tout ça. Ouais, alors déjà qu'on essaie de les enlever du smartphone, alors si en plus on les met dès le plus jeune âge avec une couche connectée. J'ai un tout petit qui dort à côté. Décidément. Et est-ce qu'il y a une couche connectée, Nicolas? Elle est pas connectée, mais on l'entend assez bien quand il se passe quelque chose. Bon, et ben nous, on va faire silence pour éviter qu'il se réveille. Eh bien, à toi la main. Bonsoir à tous, je vous remercie beaucoup, Niji, Village Baïséa, de me permettre de présenter la présence bretonne au CES. Donc, je m'appelle Nicolas Plantis, je suis le chargé d'affaires numériques et cybersécurité chez Bretagne Commerce International.
l'occasion de suivre le hashtag Bretagne CES 2020 lors du dernier CES. Non. Mais bon, d'accord, ça fait pas le nombre de tweets d'emoji BZH là, qui est en train de tourner. Je crois qu'ils sont à plus de 100 000 en ce moment pour avoir des smileys du drapeau breton, mais tout de même, ça va pu vous donner une bonne idée de ce qui s'est passé chez les Bretons lors de ce CES. On est ensemble pendant 10 minutes. Je vais essayer de vous donner le point de vue le plus exhaustif possible sur les Bretons CES qui étaient là. Ils sont venus pour faire quoi et qu'est-ce qu'il fallait pas louper. Voilà. Et je vais commencer très rapidement avec une petite minute sur les services de BCI, qui est une association qui est financée par la région et la CCI Bretagne, qui a donc deux buts. Le premier, c'est d'accompagner les entreprises bretonnes dans leur développement à l'export, mais c'est aussi d'accueillir les investissements étrangers sur le sol breton. Donc en 2019, on a réalisé un peu plus de 10 000 accompagnements. Donc ça veut dire des réunions, des participations à des réunions d'information, des conseils qui ont été donnés par le conseiller technique. D'ailleurs, vous avez 3 personnes dans le Finistère, il y a une personne à Morlaix, une personne à Brest et une conseillère aussi à Quimper. Ces accompagnements, ils ont été réalisés auprès de plus de 2100 entreprises différentes, sachant qu'en Bretagne, il y a à peu près 3 ou 4 000 entreprises différentes qui exportent. Et dans ces 2000 entreprises qu'on a accompagnées, on dénombre plus de 1000 adhérents. Voilà. C'est-à-dire que ça marche plutôt bien. On a aussi participé à 36 salons, majoritairement à l'international, que ce soit avec Business France, comme pour le CES, ou en direct avec l'organisateur. Et enfin, je voulais mettre en avant un outil qui a été développé grâce aux adhésions des adhérents et un service qui est pour les adhérents qui s'appelle BCI Info et qui est un outil de veille en ligne. Voilà, j'ai fini ma petite minute de promo et je passe directement à la présence bretonne au CES de cette année. J'estime entre 80 et 100 personnes le nombre de Bretons sur place. Je parle des exposants et des visiteurs. Le nombre d'exposants, donc 19, est stable par rapport à l'année dernière. Il y a toujours une très grosse majorité d'entreprises du 35. Il y avait 3 sociétés du Morbihan. J'espère réellement que l'année prochaine, on aura plus de monde du Finistère et des Côtes d'Armor, mais bon, c'est la réalité telle qu'elle est cette année. Une majorité de start-up. Les start-up elles viennent pour montrer leurs îlots. Mais l'innovation de manière générale, vous savez que ce n'est pas forcément l'exclusivité des startups. C'est la raison pour laquelle on dénombre quelques belles PME et ETI bretonnes sur le salon en tant qu'exposant cette année. On le verra à travers les quelques slides qui vont suivre. On parle souvent des exposants au CES, c'est sur eux qu'on met la lumière la plupart du temps. Mais il peut être tout aussi pertinent de se déplacer en tant que visiteur. Notamment pour faire de la veille technologique. Il faut savoir que l'Eureka Park, ça a été mentionné juste avant, donc c'est l'espace vraiment des startups. C'est un grand garage avec plein de petits box et c'est un vivier formidable d'innovation, notamment pour les ETI et les grands groupes. Ça leur permet d'alimenter un petit peu leur service inno. Et le cas échéant, de pouvoir créer des partenariats. Donc, il y avait des ETI bretonnes qui étaient dans cette démarche-là en tant que visiteurs. C'est aussi un endroit pour faire de la prospection. C'est un terrain, l'Eureka Park, une fois de plus, majoritairement, c'est un terrain de jeu formidable pour des entreprises qui fournissent des services aux entreprises. Je pense notamment à de la conception de hardware, à des entreprises qui fournissent des services de marketing, de prospection commerciale. Ça peut être assez intéressant pour elles d'aller prospecter sur le terrain en tant que visiteur. Et enfin, une démarche que je trouve assez pertinente, c'est d'aller au CES en tant que visiteur pour bien se préparer à exposer l'année suivante. On a une entreprise cette année du Morbihan qui est venue et en fait ça vous permet
Donc je pense potentiellement il y a des futurs exposants en 2021 dans la salle. Ça vous permet de capter l'ambiance, de savoir où sont vos concurrents, vos potentiels partenaires, quelle est la meilleure marketplace sur laquelle vous allez exposer, combien de mètres carrés vont être nécessaires. Et franchement, il n'y a que sur place que vous pouvez ressentir ce genre de choses, tellement l'événement est énorme. Et c'est pas un investissement nul de se déplacer en tant que visiteur pour exposer. L'année d'après, on verra peut-être que ça fera partie des conseils, des retours d'expérience qu'on aura plus tard. Le CES, ça donne une visibilité médiatique énorme, principalement nationale, c'est vrai, mais aussi internationale. Et d'autant plus vrai que quand vous gagnez un award, donc les Innovation Awards, c'est vraiment le concours du CES. Il y en avait 2 en 2019. Donc c'est la platine DJ de Guillemot Corporation avec sa marque Hercule, et puis la console de jeux de société de Louisa, dans la catégorie gaming. Donc on est passé de 2 en 2019 à 4 en 2020, notamment avec Klaxoon qui a lancé son nouveau produit, enfin sa nouvelle suite de produits qui s'appelle Team Player, et qui concourait dans deux catégories différentes, donc, qui ramènent 2 awards en Bretagne. Une autre entreprise du Morbihan qui s'appelle Bystamp, qui propose un tampon connecté. Donc là sur l'image on voit l'application, la première application qui est un peu de soi, plutôt dans le retail, où on va venir supprimer les cartes de fidélité juste en montrant son téléphone et en apposant le tampon dessus. Il faut savoir que donc, du coup l'application Bystamp, elle répond aussi à des problématiques de cybersécurité, parce qu'elle a un système d'authentification qui est assez fort. Et enfin, Mobility Green, une société de rennaise qui est dans le domaine de l'autopartage en B2B, a gagné un prix pour sa plateforme, pour sa solution qui s'appelle eColibri, qui permet d'optimiser la gestion de flotte de véhicules dans les entreprises. Donc voilà en ce qui concerne les awards. La majorité des sociétés, je l'ai dit tout à l'heure, bretonnes, exposées sur le Haga Park, donc l'espace des startups. Pour 7 d'entre elles, c'était la première participation, donc je les ai mis avec un petit icône new que vous pouvez repérer sur le slide. Et comme l'année dernière, ces startups viennent sur différents espaces, avec différents accompagnements. La majorité d'entre elles font partie de sélections d'entreprises en fait. Par exemple, je pense à Warini qui a gagné un concours de l'école des mines et télécoms, Kiopas qui a gagné le concours de la Poste, et on pense évidemment aux 4 entreprises du village BCA. A noter que le village BCA avait un stand juste à côté de la French Tech avec 15 entreprises. Ça veut dire qu'il y avait 4 Bretons sur les 15. Donc c'est assez énorme pour le souligner. Et j'espère vraiment, donc c'est quand même 4 sociétés du village BCA du 35, et j'espère sincèrement que l'année prochaine, on aura la chance d'en comptabiliser certaines des autres villages bretons. C'est l'année dernière et qui est venu avec BCI cette année donc, dans l'espace French Tech. Du côté des marketplaces et des suites, il faut savoir qu'au CES, c'est assez sympa. Vous pouvez louer des suites dans un hôtel. En fait, ça fait office de stand. Donc, c'est ce qu'a fait Brad Pitt pour la 2e année consécutive. Klaxoon a fait le buzz cette année encore. L'année dernière, ils avaient emmené tout le monde dans le désert pour lancer leur Teamwork Tour avec un truck rose énorme. Cette année, ils ont présenté leur Team Player. Ils ont loué en fait sur une arène sportive qui s'appelle le Cox Pavilion. Et donc ils ont fait le lancement du Team Player dans ce lieu-là, qui est assez inédit, donc c'est assez sympa d'y participer. On peut noter aussi la première participation de Deltador, qui avait vraiment un très bel espace
au sein de la marketplace Smart Home. Et Datadog présentait sa nouvelle innovation qui consiste à un gestionnaire d'eau chaude intelligent. Enfin, donc, on est passé de Eureka Park, qui est au sein de Tech West. On passe un petit peu plus au nord à Tech East, donc avec deux grands ensembles qui s'appellent Las Vegas Convention Center et Westgate, où on a pu voir IoT-BZH, les spécialistes de Linux morbihanais, sur le stand de leur partenaire Automotive Grade Linux. Guillaume Moucault, les Rennais dans le domaine de l'automobile étaient sur le pavillon Business France, sur le deuxième pavillon Business France. Et puis les Rennais à nouveau de Mobility Tech Green, qui était dans leur espace de prédilection, qui est la marketplace des Smart Cities. Voilà. C'est à peu près tout pour les Bretons de 2020. Si vous voulez faire partie des Bretons de 2021, ou si vous avez juste des questions sur le CES, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Et je vous donne dès maintenant rendez-vous au mois de mai pour notre atelier de préparation pour le CES de l'année prochaine, en janvier 2021. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous m'avez bien entendu. Et je suis dispo pour répondre à vos questions. Merci. Merci Nicolas. Je ne sais pas si vous avez des questions, sachant que ce qu'il faut retenir, c'est que les Bretons, on existe. Alors, 100 Bretons présents sur le CES pour 200 000 visiteurs, je pense qu'on peut faire mieux. L'autre point, c'est vous avez vu qu'en fait, les startups, quand elles veulent aller au CES, elles ont différents dispositifs qui existent. Il y a le village PAECA, vous l'avez vu, mais il y a aussi des dispositifs de région, il y a des dispositifs nationaux, il y a l'espace French Tech. Grosso modo, on peut partir au CES quand on a envie de partir au CES. Est-ce que vous avez des questions pour Nicolas avant que, grosso modo, il nous laisse? Je suis désolée, Nicolas, ce soir, voilà, il s'en calme. Vous êtes calme. Mais peut-être que la prochaine fois, on va d'abord commencer par la Brooklyn Beer, et après, on reviendra, et ça sera peut-être plus oui. Allez, après, en fait. En tout cas, merci. Sachez que BCI est vraiment un acteur important pour les entreprises du territoire qui veulent exporter à l'international, et évidemment est aussi une institution pour aider les entreprises étrangères à venir aussi s'installer en Bretagne, et il y en a encore qui viennent. Preuve, on a eu 4 lauréats au Narwhal Challenge qu'on a organisé. Qui, donc, l'objectif, c'est d'identifier la première licorne de la mer, donc 4 de pays complètement lointains. Et donc, sachez qu'ils sont là aussi pour ça. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Alors maintenant, j'appelle nos deux startups qui ont vécu le CES, donc Alban et Eric. Alban de Dilepix et Eric de Movency. Sachant que vous avez vu des premières présentations, je vais vous inviter à venir par là. Moi, je vais me mettre de l'autre côté. Parce que nous, on voit ça de très loin. Hein. C'est monstrueux, effectivement, mais j'imagine pas quand on a un stand de 2 mètres carrés ce que ça doit faire quand on a la délégation de Macron qui passe et qu'on essaie de faire un selfie avec Macron. Ça, c'est ce qu'on a vécu au Vivatech. Je ne sais pas si il y a eu, pour le coup, je pense, le secrétaire d'État numérique qui était là. Alors, le temps que Marlène nous connecte, ça va venir, pour que vous puissiez présenter rapidement. Donc vous avez à votre gauche Alban, CEO de Dilepix, et Eric, CEO de Movency. Voilà. Et donc peut-être avant, vous présenter rapidement qui vous êtes, la start-up. C'est Marlène qui bouge les slides, donc il faut lui faire un petit signe. Et puis après, on jouera un jeu de questions-réponses pour que vous puissiez concrètement voir comment ils ont vécu les choses. Et puis ceux qui ont envie d'y aller, ils auront quelques clés aussi pour demain aller au CES de Las Vegas. Let's go. Et on attaque par Eric. Alors Eric, tu as un micro normalement qui fonctionne. Oui, merci en tout cas de votre présence. Donc moi j'ai créé Movency il y a 9 ans maintenant. On a été au CES 2015, pas 2020. Je pense qu'il y a des fondamentaux qui restent. On fait donc des robots caméramans. On avait été au CES pour le lancement des préventes du robot qui est là-bas, qui était notre deuxième produit.
On voulait lui donner une coloration internationale immédiate et le lancer le plus fort possible aux États-Unis notamment. Et ça a été très très utile. On pourra détailler dans la présentation et puis à travers les questions que vous aurez. Mais c'est une stratégie vraiment internationale dès le début pour le produit qui nous a conduit là-bas. Grosso modo, après on n'en parlera plus, mais le robot permet de filmer soit des sportifs, soit quelqu'un sur une scène. Donc, en sport, par exemple, en équitation, les gens filment leurs entraînements. Quelqu'un porte une montre et c'est repéré par radio, pas du tout de traitement d'image. Repéré par radio, ça oriente la caméra vers lui depuis un trépied. Ça zoome tout seul si le sujet s'éloigne, ça dézoome s'il se rapproche. Donc ça marche de la même façon pour un sportif ou pour quelqu'un qui est sur une scène. On voit beaucoup aux églises américaines, par exemple. Et là, c'est un pasteur, mais ça va être aussi des conférenciers. Comme moi ici, si je bougeais sur la scène, je pourrais mettre un robot en haut qui me filme. Et puis les professeurs dans le domaine de l'éducation. Donc voilà pour les produits. Après, le reste, c'est ce qu'on a fait depuis ou qu'on est encore en train de faire. Ce sont des produits digitaux qui accompagnent les vidéos pour les enrichir, les envoyer en live streaming, etc. C'est la suite, ce n'était pas du tout présenté au CES. Merci Eric. Dynepix. Dynepix, donc une société créée récemment, à 18 mois. Et on est spécialisé dans les logiciels d'analyse d'images appliqués à l'agriculture. On fait de l'intelligence artificielle à base de réseaux de neurones, pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est. Et on prend des images qui viennent des champs, qui viennent des élevages, on les analyse automatiquement et on détecte des situations à risque ou des opportunités dans les images, que ce soit dans les cultures ou dans les élevages. Ça, c'est des images pédagogiques, hein, nos logiciels fonctionnent un petit peu différemment. Et l'idée, c'est qu'on travaille pour des grandes coopératives ou des machinistes agricoles pour qu'ils puissent délivrer eux-mêmes du service derrière à leurs adhérents ou aux agriculteurs et cultivatrices. Comment ça fonctionne? En fait, on prend des images qui viennent soit de caméras fixes dans les champs, soit de caméras fixes dans les élevages, ou de caméras embarquées sur des tracteurs ou dans des drones. Ces images peuvent remonter à une plateforme cloud. Aujourd'hui, nos logiciels sont hébergés sur Amazon Web Services, donc c'est totalement scalable, accessible partout dans le monde. Et on délivre des informations de diagnostic directement dans les outils d'aide à la décision des techniciens ou des vétérinaires qui peuvent à leur tour vendre du service outillé aux agriculteurs. Et c'est plutôt, donc, comme je le disais, les coopératives qui sont nos clients et à qui on permet de délivrer un service payant. Et en fait, notre technologie, elle est compressible au point de pouvoir être, comme je le disais précédemment, embarquée sur un tracteur. Donc, de la plateforme cloud, on peut passer directement sur un tracteur. Et là, l'enjeu pour Dynepix, c'est pas tant de conduire le tracteur de façon autonome. Nidji l'a très très bien expliqué avant. On n'est pas non plus au niveau 5 au niveau agriculture. Mais par contre, on veut être au niveau 5 au niveau de l'équipement attelé derrière le tracteur, pour éviter que le conducteur du tracteur passe son temps à se retourner tous les 10 secondes pour savoir si ça se passe bien derrière. Mais nous, on lui évite de regarder derrière. En haut, on contrôle l'équipement par une caméra. Et je peux parler peut-être de l'expérience CES en très bonne introduction. C'est ça. Et donc, nous, c'était notre deuxième édition. Toi, tu disais que tu étais venu en 2015, nous, 2019 et 2018. 2019, c'était vraiment une année pour nous de communication, ça a déjà été dit aussi. Hein. On voulait aller pour briller en France, sans être pour être tout à fait sincère. On n'avait pas forcément des produits très matures à proposer, on avait quand même notre plateforme cloud qui marchait très très bien, mais comme vous avez très très bien compris, on est une B2B et pas une B2C. Le salon du CES est normalement un salon de l'équipement électronique grand public, donc on peut se demander pourquoi on y était. Et bien on y était parce qu'en fait, c'était plutôt en 2019 que en fait, John Deere est venu pour la première fois, il est venu la deuxième fois cette année, et en fait, comme beaucoup d'autres coopératives et équipementiers agricoles, ils viennent au CES pour faire de la veille, ça a été dit un petit peu avant, et regarder si des entreprises innovantes peuvent leur apporter des technologies qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur quotidien. Et nous, on y va exactement pour cette raison-là, pour capter les coopératives et les machinistes agricoles qui sont en tant que visiteurs, comme l'a très bien dit Nicolas de BCI, et qui viennent sur le salon pour aller voir des startups, et quand ils voient agriculture, ils en voient 4 ou 5 à peine dans les 1200, eh bien, ils viennent systématiquement sur notre stand. Donc pour nous, c'est une super opportunité pour capter des gens qui ne sont pas là forcément pour nous au départ, mais qui viennent se dire en disant tiens, il y a à la fois des technologies et en plus, ils travaillent déjà dans notre secteur. Ça, c'était l'année dernière. Et cette année, ça a été pour nous plutôt la transformation. Là, on est venu plus mature, mieux entraîné, on est venu plus nombreux aussi. Et là, on a pu transformer des premières visites qu'on a eues l'année dernière, qui étaient plutôt des visites curieuses ou des visites sur des attentes qu'on n'était pas capable de servir, et que cette année, on est capable de servir. Et donc cette année, ça ne va pas tellement être de la communication dans les médias, mais plutôt de la transformation de prospects en clients. Comment tu t'es préparé?
Et après, je demanderai à J'enchaîne, Eric. puis je redonne le... Ouais. Ouais. Comme ça, tu vois, en plus, j'avais écrit ce qu'il fallait. C'est étonnant. Je ne sais pas si on est d'accord, mais de toute façon, il y a plein de façons de préparer un salon. C'est un salon, hein, le CES, si on n'y va pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres salons. Nous, dans l'agriculture, il y a des salons qui comptent, c'est le SPACE, le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, le salon de l'agriculture, le CIMA, le salon du machinisme agricole. Le CES, c'est un salon particulier dans le sens où il faut extrêmement bien le préparer. D'abord, les gens parlent anglais, il faut se rappeler que les Américains, ils parlent très vite. Ils ont 1 minute pour vous écouter, pas plus. Si en 1 minute, vous n'êtes pas capable de les convaincre, ils s'en vont ou ils passent à un autre stand. Donc vous devez vous entraîner longtemps à l'avance à préparer votre pitch en 1 minute. Quelle est votre valeur ajoutée? Pas quelle est votre technologie, etc., etc. Ça, ils le savent déjà plus ou moins à l'avance quand ils viennent voir si vous ont sélectionné. Mais en 1 minute, vous devez les convaincre que vous êtes déjà opérationnel, que le produit fonctionne, que vous êtes capable de délivrer aux États-Unis, si c'est des Américains. Ensuite, il faut savoir que ce n'est pas notre cas pour Didépistes, parce que nous on fait du numérique, mais on a entendu beaucoup de startups qui ont eu des problèmes pour emmener des prototypes, je ne sais pas si c'était ton cas là-bas, et qui ont des problèmes à la douane, où le prototype a été cassé dans l'avion, etc., etc. Donc on entend beaucoup dans les sensibilisations, et on veut le redire qu'il faut bien se préparer à l'avance. Nous, on emmène tous nos matériels marketing dans des valises différentes, comme ça si une valise se perd, eh bien, on n'arrive pas bêtement sur le salon avec aucun support. On se répartit tout, on a même des vêtements spécifiques pour le salon et qu'on partage dans les valises pour éviter que si une valise n'arrive pas, quelqu'un ne soit pas habillé correctement. Et surtout, c'est un salon où si vous ne préparez pas des prises de contact en amont, vous allez avoir beaucoup de papillonneurs et de papillonneuses. Des gens qui vont venir voir, discuter un peu avec vous, puis repartir, et ça va vous servir à strictement à rien. Nous, on a pris des rendez-vous en amont avec des gens comme John Deere, c'était évoqué. Ils sont venus nous voir l'année dernière déjà, ils ont fait leur veille, et puis une première fois, puis une deuxième fois, il y a d'autres ingénieurs qui sont venus discuter un peu plus longtemps avec nous. Cette année, on avait un vrai rendez-vous officiel, on était discuté avec eux à côté de les pendeurs, là, du Sprayer, et on a pu rencontrer aussi la start-up Blueberry qu'ils ont racheté, 300 millions de dollars, et qui fait exactement ce qu'on fait. C'était intéressant de discuter avec un des fondateurs de la boîte aussi, sur ces sujets-là. Et puis après, c'est aussi nous qui sommes allés sur des stands, on avait pris des rendez-vous avec les gens des stands. C'est un salon qu'on avait vraiment très très bien préparé, 6 mois à l'avance. 3 mois à l'avance, je ne sais pas pour toi, mais il faut réserver les avions et les hôtels, sinon c'est hors de prix. C'est totalement. Enfin, c'est accessible, mais ça reste très très cher si on ne réserve pas à l'avance. Et puis 1 mois à l'avance, nous l'année dernière, on a commencé un peu plus tôt. On a communiqué sur les réseaux sociaux, on a une agence de relations presse, donc on a fait travailler en amont. Tous les jours, on publiait à fond sur LinkedIn, Twitter, comme quoi on allait arriver là-bas, etc. Nous, on arrive à l'avance, on arrive 2-3 jours à l'avance. Donc on communique depuis là-bas, on fait des photos, on va voir si le stand est prêt. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on est parti 2 ans à suivre avec le Village BCA, qui fait un boulot juste génial, il faut le dire. Déjà merci de nous avoir invités pour témoigner. Mais à ce titre-là, on avait des stands vraiment magnifiques. À côté de la French Tech, ils ont des cases de 2 mètres par 2 mètres. Nous, on a des stands de 3 par 4 à peu près. Enfin, c'est assez grand, c'est très qualitatif. Et donc, quand les gens arrivent sur nos stands, ils sont un peu étonnés de la qualité des stands qu'on a. À titre personnel, moi je suis allé sur le CES en 99, je vais laisser la parole. En 99, c'était un vrai garage. Il n'y avait pas de moquette, il n'y avait quasiment pas de kakémono. D'abord, les kakémonos sont interdits sur les stands du Village BCA parce que le stand est très joli, donc voilà, il faut respecter la charte. C'est très bien comme ça. Et à l'époque, c'était vraiment, vous aviez un pauvre poster, un peu comme on voit dans les labos de recherche miteux, des fois, et vous n'étiez pas bien habillé, et puis vous présentiez des produits qui n'étaient pas du tout aboutis. Ça, c'était 99. Aujourd'hui, c'est devenu un salon assez haut de gamme. Il faut faire attention à ça, il faut se préparer, il faut amener des produits aboutis, jolis à voir. C'est quand même un salon où les gens veulent voir les choses, veulent toucher les choses. Donc si c'est minable, à part la patate qualité, si c'est minable, ils passeront un autre temps. Alors Eric. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues exactement de la même façon, je ne vais pas répéter. C'est vrai qu'il y a une grande partie de la préparation, c'est préparer un salon normal d'une façon normale, des rendez-vous préparés en amont, tous les moyens de bien pitcher rapidement. Un truc vraiment important qu'on a découvert un peu plus là-bas et qu'on n'a pas bien fait nous-mêmes d'ailleurs, c'est aussi d'avoir un sacré effet waouh sur le stand pour qu'un journaliste y reste, qu'il ne passe pas juste comme ça, c'est sympa votre truc, pour qu'il reste, pour qu'il parle de vous derrière, qu'il ait envie de parler de vous dans sa gazette, faut y aller. Donc nous, c'était pas super pour ça, mais faut vraiment tout faire pour qu'ils restent et pour les attirer. Ça, c'est un point essentiel qu'on a découvert là-bas. Il y a des boîtes qui le font super bien. La préparation elle-même, la préparation des rendez-vous, nous, ce qui était intéressant, c'est d'y aller avec Business France parce qu'eux-mêmes s'occupent de créer plein de rendez-vous aussi. Ils font la moitié du travail pour qu'il y ait des gens intéressants qui passent sur le stand. Un point négatif qui était curieux, c'est qu'ils ont organisé une
matinée spéciale journaliste. Vous avez dit qu'il faut arriver 1 heure plus tôt, il y aura tous les journalistes, c'est exprès pour ça et tout. Alors super motivé parce qu'on y va en grande partie pour ça. Il n'y a eu personne de Eureka Park jusqu'à 11h du matin. On est resté 3 heures à attendre, c'était la matinée la plus creuse de tout le salon, ce qui est exceptionnel parce que je pense que tu confirmes, on voit énormément de monde. On n'arrive même pas à aller chercher un sandwich à midi, normalement. Et là, il y a eu ce creux qui était pile là où les journalistes devaient venir, un raté de l'organisation. C'était pas Business France, hein, c'était carrément le CES, ou tout Eureka Park, je crois. Pas grand-chose à ajouter sur la préparation. Alors, quand on y est, est-ce que vraiment ça permet de nouer des contacts? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que concrètement, vous faites du business? Oui, alors les contacts, il y a ceux qu'on espérait, qu'on avait préparés ou auxquels on s'attendait, puis il y a des contacts inattendus. Donc nous, on a décidé de tout faire à fond. Si on y allait, c'était pour essayer de tout avoir. Donc on avait fait le CES Unveiled, qui est la veille dans un autre hôtel, un petit truc qui dure quelques heures. On avait été à la soirée, je crois que je vous parle après, à la soirée du MEDEF. On avait été invité grâce à Business France à une autre soirée à l'autre bout de la ville pour présenter le produit à plein de monde. On avait tout fait pour essayer de rentabiliser au maximum le voyage. Ah oui, j'ai mis là le MEDEF. On avait préparé à l'avance un reportage de France 2, enfin un contact France 2 qui devait faire un reportage qu'on a fait là-bas, qui était super. Et puis il y a des tas de rendez-vous un peu inattendus. On y allait entre autres pour des contacts industriels, pour chercher des partenaires pour fabriquer des composants électroniques, etc. Et il se trouve que c'est des gens de Douarnenez qu'on a croisés, et ce sont devenus nos fabricants. Alors, on y allait aussi pour chercher un fabricant, mais de là à trouver à Douarnenez, c'était très inattendu. Et ça s'est fait super facilement. Tu nous donnes des pistes pour vous aider encore mieux, là, le village va essayer de trouver des boîtes françaises pour réussir à produire en France. C'est là-bas qu'on rencontre le plus de Français et qu'on crée vraiment des opportunités avec des Français aussi. Est-ce que tu as signé directement là-bas? Non, il a fallu 1 an. Est-ce que tu as des journalistes qui lui ont demandé à prendre ta caméra pour la tester directement quand eux étaient en train de pratiquer le sport? Oui, ça, des journalistes, il y en a eu qui voulaient tester. Mais à l'époque, c'était des protos qui marchaient pas super bien encore. Ça, c'était vraiment difficile pour nous. Des prototypes, c'était pas encore industrialisé. Et il a fallu faire avec. Bon, on a fait, hein, mais ça dépend aussi du stade de maturité où on est. La façon de faire le salon, il y a la cible qu'on va chercher et est-ce qu'on peut la ramener. Donc nous, c'était 2 prototypes. On a cassé l'un des 2 en déballant au CES Unveil. Il a fallu trouver par téléphone des astuces avec les mécaniciens ici pour le réparer vite fait. Et puis après, oui, on l'a montré à France 2, il est dans le reportage et tout. C'était quand même super. C'est quand même surprenant d'aller aux États-Unis pour que ce soit France 2 qui parle de toi. Donc, il y a des trucs un peu bizarres. Mais ça, c'est l'effet salon du CES. C'était l'effet salon. Alors ça, c'est l'aspect vraiment positif. Et il y a un truc négatif. C'est à la fin que j'ai mis la photo là où on était avec Macron et Pénicaud, qui à l'époque n'était pas président et ministre, mais ministre et responsable Business France. Il passait partout, c'était la grosse animation, c'était monstrueux. Puis quand on a vu la presse, en fait, il ne parle que de Macron et de Pénicaud. Il ne parle pas du tout des boîtes. Ça a servi à rien. Ça lui a permis d'être élu, si. Ça lui a permis d'être élu. Peut-être. Donc ça, il ne faut pas se faire avoir non plus. Enfin, on le fait, ça ne coûte rien, mais ça ne sert à rien. La soirée du MEDEF, ça ne sert à rien. Après, c'est des rencontres d'opportunités. Il se trouve que la soirée du MEDEF, tiens, on croise une boîte qui fait un truc qui ressemble un petit peu, on discute. Bon. Mais en soi, ce genre d'événements, il faut les faire parce qu'on est là-bas, il faut occuper son temps au maximum. Et il y a des tas de trucs qui ne servent à rien et c'est comme ça. Alors Alban, parce que c'était une nouvelle aventure CES. En fait, les soirées, c'est important. Il y a des bonnes soirées et des mauvaises soirées. C'est comme il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Et c'est l'expérience qui fait qu'on les choisit bien. L'année dernière, on a fait toutes les soirées, nous, parce que... Alors, la première et la deuxième, ça se finit à 1h du matin, à peu près, et vous recommencez à 7h, des fois. Nous, on a pitché l'année dernière, à 7h du matin, devant des investisseurs canadiens. Donc, on s'était couché à 1h30 du matin. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est une semaine un peu folle. Et puis après, avec la deuxième année, quand on revient, on s'inscrit à moins de trucs, et on sait à quelle soirée exactement on va. C'est important, comme il y a des soirées où il y a quand même du bon networking, beaucoup franco-français, c'est vrai. Mais ce qu'on dit souvent, nous dit l'EPIC, c'est le CES, c'est pour 1/3 des Français, 1/3 des Américains et 1/3 des étrangers, autres Américains que Français. Et donc, le networking avec les Français se fait beaucoup. Nicolas était modeste de BCI, il y a aussi un très très bon networking entre les Bretons. Tous les soirs, il y a une soirée bretonne, quasiment, on se retrouve dans un bar, etc., et on discute pour décompresser, mais ça fait du network, hein. On aime bien les Bretons, on ne boit pas forcément de l'alcool.
Mais c'est hyper important parce que ça crée du lien aussi entre les gens, on s'échange plein de conseils, plein de petites astuces qu'on n'a pas dans la presse, qu'on n'a pas par ailleurs. Ça fait peut-être aussi du business des fois entre les entreprises. Et j'aimerais bien que des coopératives l'année prochaine viennent au CES ou des machinistes agricoles, pourquoi pas bretons. Et j'espère qu'on y sera nous-mêmes, peut-être en tant que visiteurs. Nous, on pourrait y revenir en tant que visiteurs, par exemple, hein, pas forcément en tant qu'exposant. Alors ta question, c'est qu'est-ce que ça a comme intérêt pour nous d'y aller Le premier intérêt pour nous, si on parle des 1 tiers français, c'est de rencontrer notamment des décideurs de tous les grands groupes français qui s'intéressent à ce qu'on fait. C'est souvent ce qu'on appelle des learning expeditions, emmenés par Digi, emmenés par d'autres opérateurs, qui emmènent des décideurs. C'est les COMEX, hein, c'est les hommes et les femmes au plus haut niveau des grands groupes français. L'année dernière, et cette année encore, le CEO de InVivo est venu nous voir, nous saluer cette année parce qu'il nous connaît. L'année dernière, il nous découvrait. Je ne vais pas prendre de détails sur tout ça, mais vous rencontrez en 2 minutes des gens qui vont vous ouvrir leur carnet d'adresse et qui vont dire à l'intérieur de l'entreprise « j'ai vu cette boîte-là au CES, ce serait bien que quelqu'un s'en occupe en interne ». Et vous gagnez 4 à 6 mois de... Je ne dis pas que les coopératives sont compliquées, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais donc, comme tout grand groupe, elles ont des processus, on ne se permet pas de contacter directement comme ça les gens, et donc d'avoir le CEO ou le directeur retail dans notre cas qui envoie un mail à quelqu'un de l'innovation qui dit bah, « j'ai vu cette boîte-là, il me paraît sérieux ces gars-là, est-ce que vous pourriez les recevoir ?» Ça nous a fait gagner 4 à 6 mois au moins de traction, d'approche polie, subtile, etc. C'est des échanges sans trop de formalisme. C'est important, des fois, c'est tutoiement direct, alors qu'on parle à la grande boss ou au grand boss, etc. Et qu'en France, on a quand même un formalisme qu'il n'y a pas aux États-Unis. Le tutoiement n'existe pas en américain, on se parle en français, mais du coup, tout le monde se tutoie quasiment assez facilement, même entre français. Ça accélère les contacts aussi, je le disais tout à l'heure, avec des décideurs opérationnels qui ne sont pas là. C'est-à-dire, on a des décideurs un peu politiques, un peu institutionnels en face de nous, mais ils ont le poids de faire que les décideurs opérationnels restent intéressants. Nous, ça nous a permis, deuxième point, d'optimiser notre roadmap à l'international. C'est quand même un endroit où on va venir sentir les tendances. Niji l'a extrêmement bien fait avant nous. Ils ont cet art de bien sentir le CES. Et nous, dans notre domaine, on va voir des coopératives, on va voir des équipements agricoles, et on va les écouter. De Taïwan, de Brésil, il y avait moins de Brésiliens cette année, je suis d'accord, d'Asie, très peu d'Afrique, pas mal d'Américains cette année finalement. Et bien on comprend ce qu'ils veulent, on comprend où ils en sont, pourquoi ils viennent nous voir. Et nous, on pose beaucoup de questions aussi, on n'est pas que des gens qui sur nos stands recevons et expliquons des choses aux gens, on pose nous-mêmes des questions à nos visiteurs. Et donc ça nous permet de voir si nos produits sont plutôt faits pour l'Asie, pour quelle application, ou l'Amérique du Nord, pour quelle application, et qui, dans les gens qui viennent nous voir, sont les plus matures à utiliser nos produits. Et donc ça fait un peu comme un état de l'art sur chacun des continents pour nous. Et puis d'être au CES, c'est aussi, et merci de nous avoir encore cité tout à l'heure, Niji, c'est un moyen pour nous d'être visible auprès de nos investisseurs. Par exemple, l'année dernière, on a rencontré Indosuez, la filiale banque privée de Crédit Agricole, et c'est elle qui nous a amené, c'est via cette rencontre-là qu'on a eu 2 de nos gros business angels, entre guillemets, au capital de Dilipix. On a fait une levée de fonds d'1,1 million là, en avril 2019, avec notamment 2 business angels qui viennent d'Indosuez. Ils sont d'ailleurs repassés cette année nous voir. Donc c'est un salon où, ok, on voit des Français, mais ils nous voient dans un autre contexte, un contexte qui donne de la crédibilité à l'entreprise. Et c'est la même chose pour très peu de candidats. J'ai mis candidats, mais j'en ai pas vu beaucoup cette année, pour être franc, un peu plus l'année dernière. On a quand même des petits Français, je ne suis pas très grand moi-même, mais des jeunes candidats qui viennent nous voir et qui sont emmenés par des learning expeditions, par leur école, et puis qui profitent de cet instant pour nous rencontrer, candidats étrangers aussi. Et puis c'était très bien dit, des partenaires. On voit débarquer sur le stand des gens qu'on ne connaissait absolument pas, parfois français, parfois d'autres pays, qui nous proposent leurs services dans d'autres domaines, je ne vais pas détailler. Mais voilà. Et pour les médias, nous, on avait fait un très très bon travail cette année, sans prétention, l'année dernière un peu moins bon. Et du coup, on a carrément des journalistes qui sont venus nous interviewer sur notre stand. Français, la Tribune, la Croix, les Échos, etc. Et donc ça fait de très beaux articles derrière quand même, qui relaient dans les médias en France notre présence sur le salon. Et ça augmente encore plus notre crédibilité auprès de nos cibles, auprès de nos clients. Est-ce que tu es capable de dire ton taux de transformation des gens que tu as rencontrés sur le CES et qui aujourd'hui sont tes clients? Alors 2019, 0, en toute honnêteté, c'était plutôt un salon show-off pour nous montrer qu'on était là et comprendre un peu ce qui se passe en Amérique du Nord. Cette année, c'est un peu différent. On a gagné 2 concours cette année qui nous ont emmenés en novembre aux États-Unis à 2 reprises. On a commencé à rencontrer des gens comme John Deere, etc. Donc là, on n'est pas en train de transformer, mais on a une vraie confiance dans notre capacité à transformer certains contacts qu'on a rencontrés cette année. Ce n'était pas le cas l'année dernière.
Là, ça fait plusieurs fois qu'on va aux États-Unis, donc du coup, on a rencontré à plusieurs reprises des coopératives américaines, des gens comme Land O'Lakes, qui est une grosse coopérative, 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour situer le niveau. C'est plusieurs fois Triskalia, ou etc., le Reden. Des gens comme, on l'a dit, John Deere, on a eu des gens comme Kubota, CNH, enfin, tout un peu le Gotha du machinisme est passé sur le CES, on a pu les rencontrer, et on a surtout eu directement les gens qui sont là à la décision, directeur innovation de CNH, directeur cabine mondiale John Deere. Bon, c'est des gens chez qui on pourrait peut-être mettre notre technologie. Donc, je ne te dis pas que j'ai transformé, d'abord ça fait quelques jours qu'on est rentré, parce que nous on a pris aussi un petit peu de vacances là-bas, un petit peu bronzé. Mais j'espère qu'on va transformer cette année, ouais, clairement. Surtout que le coût peut paraître un peu rédhibitoire pour certaines startups. Donc l'idée c'est généralement d'amortir. Honnêtement, Je dirais pas. Je ne crois pas que. Si, continue. Il en revient. Alors, oui. D'abord, il n'est pas très élevé quand on part avec le village BACA, il faut être honnête, on paye pas très cher, je ne me rappelle plus combien c'est, mais l'investissement est rentable. Nous, il suffit qu'on signe avec un seul client, machiniste en tout cas par exemple, et c'est totalement rentabilisé. Donc c'est pas un si gros investissement que ça, on regarde ce que ça apporte aussi en structure, quand on est une start-up surtout, en structuration. Ça nous a obligés à être véloces, à faire des plaquettes en anglais, à bien réfléchir à nos positionnements, à être pertinents, etc., à bien muscler notre discours et notre argumentaire. Ça, c'est un vrai travail qu'on n'aurait peut-être pas fait si on s'était juste préparé. C'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, au SPACE par exemple, où on est plus dans notre élément, donc on fait peut-être involontairement moins d'efforts pour être bon sur le SPACE. Sur le CES, si vous n'êtes pas bon, vous avez 0 visiteur. Enfin, c'est même frustrant. Les Américains sont très directs, ils viennent, ils vous parlent. Si au bout d'une minute c'est pas intéressant, ils vous disent au revoir. En France, on a un côté latin, un peu poli, on va faire autrement. Les Asiatiques, c'est encore pire. Comme ils comprennent la moitié de ce que vous dites et que même vous comprenez la moitié de ce qu'ils disent, si vous n'avez pas convaincu très rapidement, parce que tout le monde ne parle pas aussi bien que ça anglais, finalement, eh bien, si vous n'ont pas compris rapidement, ils vont zapper. Ils vont prendre votre plaquette poliment parce qu'ils sont encore plus polis que les Français et vous ne les reverrez plus jamais. Donc, c'est vraiment un salon, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais qui oblige à être bon. J'ai demandé à Eric comment lui, le coût versus ce que ça rapporte, même si il y a un certain nombre de choses qui sont intangibles, à savoir la visibilité. Les clients ou les clients directement trouvés sur place, c'est très très peu, c'est quelques clients et on leur vend quelque chose qui vaut moins de 1 000 €. Donc ça, les clients qu'on trouve sur place, nous, ne permettent pas du tout de rentabiliser. C'est une situation très différente de toi. Ceci dit, ce que ça amène sur le long terme est fabuleux. Il y a quelques semaines, on a signé, on est fournisseur officiel de la Fédération équestre américaine. Et le fait de donner confiance, je te rejoins complètement là-dessus, le fait d'être là-bas donne confiance, crédibilise pour longtemps. On a été là-bas, on a lancé à Las Vegas, on vend 40 ou 45% de notre production aux États-Unis. On est devenu partenaire de la Fédération équestre américaine, assez simplement, et je n'ai jamais démarché un seul client, jamais. Et c'est pas moi qui ai démarché non plus la Fédération américaine, c'est eux qui viennent nous voir. Donc la conversion, elle s'étale sur des années pour nous. La conversion, elle s'étale sur des années. On fait 94% d'exportation aujourd'hui d'un produit fabriqué en France. C'est le fruit de cette stratégie internationale qui a débuté avec le CES, même si elle avait été mûrie avant. Donc la conversion, pour nous, elle se mesure vraiment sur le long terme. Et donc je ne peux pas la quantifier véritablement. C'est parce qu'il y avait suffisamment de monde sur le stand pour nous occuper à 3 sinon. Pardon, c'est une super évidence, mais parler anglais couramment, mais définitivement pas I speak English very well, ça marche pas du tout. Si vous voulez être convaincant, tu l'as très très bien dit, les Américains, ils sont un peu durs là-dessus. Si vous n'êtes pas présent régulièrement aux États-Unis, si vous ne montrez pas que vous êtes dans leur culture, dans leur façon de parler, voire même dans leur façon d'agir, ils vous zappent. Donc, c'est pas idiot comme en théâtre, tu as dit que tu faisais théâtre, il faut s'entraîner devant son miroir, il faut s'auto-coacher tous les matins, se dire tiens, je vais faire mon petit speech de 1 minute, 2 minutes, etc. Ça peut paraître idiot ce que je dis ou absurde, ça l'est pas du tout. Parce que franchement, Aurélie, chez nous, qui est venue pour la première fois au CES, qui n'est pas du tout dans le monde anglo-saxon à la base, elle nous a dit c'est ça qui l'a le plus marqué en arrivant, c'est les premiers visiteurs, mais dès 9h dès l'ouverture, enfin c'est 10h le premier jour, mais dès 10h, c'est en 1 minute, vous devez enchaîner tous les 4-5 minutes, en 1 minute un pitch, et si vous n'êtes pas bon, ils se barrent les gens, clairement. Donc il faut vraiment se dire qu'on ne peut pas arriver avec un sale accent, et puis en bafouillant. Les Américains ne vont pas vous juger sur
votre incapacité à conjuguer, à faire des petites fautes de syntaxe, c'est pas grave. Du moment qu'ils comprennent, ça va aller. Mais si vous ne connaissez pas les mots de votre secteur, en agriculture, les gens qui sont dans la salle et qui sont dans mon secteur savent qu'il y a des mots qui comptent et qui sont spécifiques au secteur. Si vous ne connaissez pas les mots en anglais, le gars il va vous regarder en disant mais c'est quoi cet ovni? Non, cet ovni. Donc, faut faire ça, attention. Pendant le salon, tu posais la question, bien gérer ses contacts. Je ne sais pas pour toi, mais il y a tellement de gens qui passent sur le salon, tu as vite fait de mettre des cartes de visite sur le côté en disant bah, je verrai ça plus tard. Non. Nous, on a cette règle qu'à chaque visiteur, on rédige quelques lignes dans un cahier, on agrafe la carte de visite, et on a toujours un contexte. On sait si c'est ce que nous on appelle un prospect froid, tiède ou chaud. Froid, c'est poubelle, on ne le verra pas. Tiède, on n'est pas pressé, on verra dans quelques jours, quelques semaines pour recontacter la personne. Chaud, c'est si c'est un Américain, c'est dans les 24 heures. Un Américain, une Américaine, il attend que vous lui envoyiez un email le lendemain ou le soir où vous l'avez vu. Si vous attendez une semaine, il va peut-être vous zapper. Les Asiatiques, les Français sont un peu différents là-dessus. Donc nous, on a comme principe que tous les jours, on stocke nos cartes de visite et une petite note, on prend une photo au cas où on perd le petit cahier, et puis on envoie des emails aux Américains. Puis après, la semaine où on revient du CES, on envoie des emails aux Français et aux autres étrangers. C'est marqué là, voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être en forme, parce que les journées sont très très longues, entre le CES, les soirées, etc. Puis en soirée, on ne boit pas que de la vitelle. Donc il faut quand même avoir un peu la forme. Et donc, je vous conseille quand même d'essayer de bien gérer si un jour vous y allez, votre sommeil, et de vous dire que vous êtes là aussi sur un salon, qu'à côté il y a un peu une blinde quand même quelque part. Donc il faut être performant. Si vous arrivez au bout de 2 jours et que vous êtes malade et affaibli sur votre site, sur votre siège, il n'y a personne qui va venir sur votre stand. Donc il faut vraiment avoir la pêche pendant 4 jours. Voilà. Et après le salon, 3 mois, 6 mois plus tard, gérer les contacts. Vous avez dépensé de l'argent pour aller aux États-Unis, c'est pas pour laisser mourir les contacts dans un tiroir. Il faut relancer les gens. Ouais, Eric. Pour nous aider à avoir la pêche, on sort de l'hôtel de toute façon et c'est tout de suite la musique à fond, les lumières de partout. À 8h du matin, on a les yeux embrumés, donc de toute façon, on est obligé d'avoir les pêches. Et les passages en douane, c'est pas que le prototype. On a failli rater notre expédition avec tout le matériel de salon à cause des tapis qu'on pose par terre. On n'était pas capable de donner la matière du tapis, on n'avait aucune idée. Et donc les douaniers ne savaient pas où la ranger et comment les tarifs douaniers, etc. Donc tout ce qu'on envoie doit être hyper bien répertorié avec toutes les informations, y compris la matière des tapis. On a failli rater notre expédition à cause de ça, on a dû prendre 24 heures dans la vue sur ce détail. J'ai un petit truc à rajouter, je vois les photos, j'ai pas vu ça. Si tu me permets. Le CES, c'est à la fois des visites individuelles, là, comme on a là, il y a Aurélien, mon associé, qui discute avec, il me semble, un Taïwanais, et puis moi, avec un Allemand. Et puis, par moment, on a des visites de groupe. Là, c'est, par exemple, le Crédit Agricole Midi-Pyrénées qui a envoyé des élus, donc des agriculteurs de la Caisse. Ça, c'est des producteurs de pop-corn bio du Gers, du maïs bio dans le Gers. De temps en temps, on reçoit des visites de On ne groupe. produit pas le popcorn, ça apparaît pas, ça n'est pas pop. Alors, on sait qu'on est le premier, je crois qu'on est le premier producteur européen de popcorn bio. Ouais, de popcorn, de maïs. Le maïs. Non, mais je rigole pas, ils s'appellent eux-mêmes des producteurs de popcorn. Ils ne sont pas des producteurs de maïs. Ils font du maïs pour le popcorn. Donc, quand ils se présentent, ils disent on est producteur de popcorn bio dans le Gers. Je vous redis la phrase avec l'acte. Bon, juste pour l'anecdote, il y a des groupes comme ça. Donc, nous, on a des groupes d'Indosuez, où tu as du surnom pour avoir des learning expeditions qui passent. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que des fois, si on arrive à se référencer auprès de ceux qui organisent des learning expeditions, donc Niji en fait partie, Capgemini aussi est venu sur notre stand, par exemple, avec des groupes. Maintenant, on commence à avoir quelques noms d'organisateurs, parce que l'année dernière, ils sont passés sur notre stand en demandant s'ils pouvaient venir plus tard nous voir. Donc, bien sûr, on a noté leur nom, leur carnet d'adresse, etc. Enfin, leur carte d'adresse. Et à ce CES-là, on les avait contactés en avance en leur disant qu'on était tout à fait disposés à accueillir des groupes. Et les groupes, il ne faut vraiment pas du tout les négliger, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui écoutent, le reste, ils ont la tête comme ça, mais des fois, dans les 2 ou 3, ça a été notre cas, il y a un futur client. Il ne faut pas les ignorer, et c'est pas parce qu'ils ont la tête en l'air, ils ont vu 10 000 stands, ils sont fatigués, ils ont le décalage horaire, ils sont arrivés le jour même, ou la veille, pardon. Voilà, mais ça peut être des gens importants dans les groupes.